Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Je crois que tu es venu en voiture, Eva. Oui. Tu peux me déposer, mais est-ce que je peux ne pas te parler du trajet ? Bien sûr, pas de souci, j'ai l'habitude qu'on ne me calcule absolument pas. Avec moi, ça a déjà arrivé ? Non, pas avec toi. Parce que c'est juste qu'on est mardi soir et il y a Koh-Lanta. Et en général, on finit à peu près au début de Koh-Lanta. Enfin, on finit l'enregistrement. Tu vas regarder Koh-Lanta. Ouais, en fait, sinon, je regardais dans le métro tout seul, mais. Bah, Voilà. y a pas de souci. Mais en vrai, on pourra parler. Hein. Non, bah écoute, je te laisserai regarder et puis je te voilà. Ouais, c'est gentil. T'aurais pu faire ça, Célia, on est d'accord ? Koh-Lanta. Complètement. C'est une religion. Koh-Lanta avant tout. Hein. Ouais. Après, je fais quand même passer ce podcast avant Koh-Lanta et je trouve que c'est très très beau. C'est beau ça. Je fais pareil, Exactement. notamment Ça s'applaudit. dû à la contrainte du fait qu'on est bloqué au mardi ou mercredi pour enregistrer, mais on remercie le Studio 17 de nous accueillir, donc c'est Tout quand à même fait. trop cool. Merci à vous. Et Merci. d'ailleurs, je crois que Truss, il est pas encore arrivé parce que je crois qu'il regarde le Koh-Lanta de la semaine d'avant. Quel replay. C'est peut-être ça en fait. Donc bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, puisque le Contrecast épisode 65, c'est parti. Salut, c'est John Couscous, créateur et de nouveau animateur du Contrecast. Bienvenue à toi, cher auditoriste, dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est quoi le Contrecast ? Un podcast où on parle jeux vidéo, séries télé, Koh-Lanta, jeux de société, livres, cinéma, romans graphiques, bref, on parle de tout et on en parle très souvent avec passion. Et comme d'habitude, on fait un petit tour de table avec les voix que vous allez entendre aujourd'hui, avec celle qui sauve des perruches et ramasse des framboises. C'est beau. Camoulox. Hello Célia. Coucou. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vous parle d'un jeu qui, contrairement à son titre, ne dure pas, heureusement, 12 minutes. Intéressant. Celui qui nous vient tout droit de la région Centre-Val de Loire, coucou Truss. Oui, grâce à ma carte Centre-Val de Loire Rémi Plus Liberté. Et qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur vos trajets le lundi et mardi. 50 et 60 le week-end. Comment ça va ? Ça va. Je suis ravi, j'ai hâte de t'entendre dans ce podcast, je sais pas pourquoi, mais de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle de la série Si. Tu vas changer de voix à la fin à un moment donné quand même. Oui, Ok, bon bah cool. Et bah trop bien, j'ai hâte d'écouter ça. moi aussi. Moi si. Si. Ah j'adore. Si. Et enfin celle qui s'est récemment hypée pour acheter une figurine collector et peinte à la main d'un certain Zach. Exactement. Salut Eva. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, sans forme. Très très bien. Quel est ton sujet du jour ? Eh ben, je vais vous parler du manga Nana de l'auteur Ai Yazawa. Trop bien. Et c'est ça. cool. Et bah, je vous propose de commencer dès maintenant avec le premier sujet. Alors Célia nous a teasé une chronique courte aujourd'hui. Je lui avais demandé si elle serait plus ou moins aussi longue que le titre du jeu vidéo dont elle nous parle. Et je pense que vous devriez avoir la réponse d'ici 2 demi-douzaines de minutes. Histoire de bien rallonger cette intro. À toi Célia, on a compris hein, le jeu de mots, hein, voilà, c'est pourri. Oui, du coup, moi, je vous parle de 12 Minutes. C'est un jeu d'aventure qui a été développé par Luis Antonio et qui est édité par Annapurna Interactive, et qui est assez récent parce qu'il est sorti en 2021 sur toutes les plateformes, donc sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Et depuis quelques mois, c'est hyper cool, il est dispo en version mobile via Netflix. Donc, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez aller dans la rubrique, je crois qu'elle s'appelle Gaming, il me semble, ou Jeux vidéo. Et il y a pas mal de petites pépites, dont le fameux Before Your Eyes, dont je ne vous avais pas parlé, dans une autre chronique. Si tu en avais parlé pour le coup, non ? Ah, c'était un coup de cœur ? C'était un coup de cœur à l'époque, exactement. Je sais plus. Mais, C'était un coup de cœur, mais bon, si ça avait été mis quelques mois après, c'était un jeu dont on n'en parle pas. Je fais une parenthèse, mais il est dispo sur le PSVR 2 gratuitement pour les PS plus machin là. Je l'ai téléchargé, j'ai toujours pas lancé, mais j'attends les grandes soirées d'hiver où je pourrais remettre mon VR. Je pense que c'est bien en VR. Voilà. Je pense que ça doit être très très bien en VR. Tu nous diras. Avec plaisir. Donc voilà, du coup, vous pouvez le trouver en version mobile grâce à Netflix. Et moi, ça faisait pas mal de temps que je voulais tester ce jeu-là. Et comme j'ai vu que c'était dispo sur cette version, je me suis dit, allons-y, c'est le moment. Je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour les jeux narratifs, mais c'est le cas. Et j'adore les jeux édités par Annapurna. What Remains of Edith Finch est un de mes jeux préférés du genre, je pense, si c'est pas le numéro 1. Trop bien. Ils ont If Found, Storyteller, Outer Wilds, enfin bref, plein de pépites. Donc autant dire que j'ai pas été très difficile à convaincre.
Il faut savoir que Luis Antonio, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a travaillé sur un très bon jeu qui s'appelle The Witness, qui est un jeu à énigmes. Très, très, très sympa. Je pense que vous connaissez tout à fait. Je vois. Je surkiffe ce jeu. Qui est vraiment très bien. 12 Minutes, c'est son tout premier jeu. Et du coup, il voulait en fait explorer les conséquences des prises de décision qu'on prend tout simplement et comment nos choix peuvent en fait affecter la suite des événements, la suite de l'histoire, etc. Donc par exemple, si vous êtes familier de jeux comme Life is Strange ou Detroit Become Human, n'importe quoi, je fais des mix. Detroit Become Human, normalement, ça devrait pas mal vous parler, quoi. Voilà, tout ce qui est choix-conséquences, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, clairement, j'étais la cible pour ce genre de jeu. Donc, 12 Minutes, c'est quoi ? C'est un thriller interactif en temps réel. La caméra, elle est vue du dessus. Et en fait, on joue un mari, tout simplement, qui rentre de chez lui après une longue et difficile journée de travail et qui va retrouver sa femme. Donc on imagine une petite soirée qui va être assez romantique, assez sympathique, mais pas du tout. Ça va se transformer en véritable cauchemar quand on a un inspecteur de police qui débarque, qui accuse notre femme de meurtre et qui nous bat à mort. Voilà, bienvenue dans 12 Minutes. C'est le début, exactement, très bonne ambiance. Mais je vous rassure tout de suite, en fait, on est transporté suite après cette mort, exactement au moment où on pénètre l'appartement, c'est-à-dire 12 minutes avant. Donc voilà, vous l'avez compris, on est en fait dans une boucle temporelle. Et à chaque fois que notre personnage meurt, on se retrouve justement à cette entrée d'appartement, à chaque fois 12 minutes avant. Donc, le but du jeu, c'est de découvrir la vérité sur cette histoire de meurtre, comprendre quel rôle notre femme a potentiellement joué dedans. Et en fait, le but, c'est de venir à bout de la boucle pour pouvoir s'en sortir et terminer le jeu. Et à savoir qu'on est la seule personne, c'est-à-dire que le mari est la seule personne à se rappeler en fait, des événements d'avant. Tous les autres personnages, ils sont deux qui gravitent autour. Pour eux, revivent en fait, ce moment comme si ça n'avait jamais été le cas. Donc, une vraie boucle temporelle. Voilà. Ça se joue, je ne sais pas si vous connaissez, notamment, vous avez sûrement vu Un jour sans fin ou Edge of Tomorrow. Voilà, en fait, c'est un peu cette idée-là, tout simplement. C'est un jeu qui est assez rapide. Il se joue entre 6 et 8 heures, et non pas 12 heures ou 12 minutes. Rire. Donc pas voilà. le bouton rire, mais Donc si vous avez, comme moi, un peu de temps, par exemple, dans le train ou avant de vous coucher, ce genre de choses, prenez votre téléphone et puis avancez tranquillement dans ce jeu. Un conseil que je peux vous donner, c'est de pas trop lâcher, c'est d'essayer quand même de faire un suivi parce qu'en fonction j'en parlerai après, mais des choix qu'on prend, il faut un peu se rappeler en fait les conséquences que ça a pour pas se retrouver à faire les mêmes boucles à chaque fois et tourner un petit peu en rond. Voilà. Donc pour vous parler un petit peu plus du jeu niveau gameplay, c'est hyper simple. En fait, on peut interagir avec des objets, on peut les prendre, on peut les poser, on peut les donner en fait, que ce soit à l'inspecteur ou à la femme. Enfin voilà, c'est vraiment une idée de point and click tout basique. Donc c'est vraiment un jeu qui est accessible à toutes et tous. Donc ça, c'est plutôt chouette. On peut échanger avec le policier, on peut échanger avec notre femme en fonction de ce qu'on va découvrir. Et il y a des nouveaux dialogues qui peuvent aussi se débloquer. Donc on a vraiment au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu des nouvelles lignes et des nouveaux indices en fait qui nous sont apportés grâce à ça. Donc il faut vraiment creuser un petit peu côté objet mais aussi côté discussion pour voir un petit peu ce que ça peut nous apporter et comment ça peut nous débloquer des nouvelles opportunités, donc des nouvelles boucles temporelles tout simplement. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on est vraiment libre de nos mouvements, libre de nos actions. Le jeu, en fait, nous laisse tenter plein de possibilités différentes. On peut se tromper, on peut retenter d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes. Et ça, c'est assez chouette. Il y a un côté vraiment... on est lâché dans la nature dès le début. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'indication. On ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, je me souviens, la première fois que l'inspecteur arrive, je me fais tuer. J'étais là, ah oui, d'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que j'étais censée faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout de suite, on a ce réflexe, je trouve, de commencer à tenter un peu des choses différentes, de discuter autrement. Et c'est assez chouette parce que j'ai eu un peu ce ressenti de... on vit la chose de la même manière que notre protagoniste, en fait. Il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup de questionnements, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et lui, en fait, c'est exactement ce qu'il vit aussi en même temps. Donc, il y a un côté un peu immersion qui est assez chouette. Et donc, voilà. Donc, c'est à nous, tranquillement, d'assembler les pièces du puzzle au fur et à mesure, d'essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe, de comprendre s'il y a des choses qui vont nous apporter des indices, des choses qui sont utiles ou pas.
Voilà, par exemple, mes premiers runs, moi, je sais pas pourquoi, je me suis acharnée sur une cuillère. Je prenais à chaque fois la cuillère de la table. Et au final, sans vous spoiler, j'ai fini le jeu et cette cuillère ne sert absolument à rien. Mais je la prenais à chaque fois en me disant, si elle est là, il doit forcément y avoir quelque chose avec. Pas du tout. Pareil, à un moment donné, il y a un objet que j'avais compris comment l'utiliser et je le réutilisais à chaque fois. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, je l'ai utilisé à un instant T, ça m'a débloqué en fait une ligne de dialogue et à partir de là, je n'ai plus besoin de cet objet. Donc, il y a vraiment aussi une compréhension qui se crée un peu au fur et à mesure qu'on joue au jeu. Et ça, c'est assez chouette. Donc, je pense que chaque joueuse et joueur n'aura pas en fait la même manière de jouer et de réfléchir. Et je trouve que c'est plutôt sympa en fait et assez original à ce niveau-là. Donc voilà, comme je disais, à chaque nouveau début de boucle, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est important en fait de se rappeler des choses qu'on a mis en place et qu'on a fait, enfin des actions qu'on a mises en place en amont et surtout des conséquences qu'elles ont eues parce que potentiellement à un moment donné il y a quelque chose qui peut être intéressant mais il va falloir faire autre chose pour débloquer vraiment des nouvelles boucles, des nouvelles opportunités intéressantes. Et en fait, si on oublie ce qu'on a fait ou les conséquences que ça a eu derrière, c'est un petit peu compliqué. On peut passer parfois à côté de choses qui auraient pu nous permettre d'avancer dans le jeu, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu un peu cette erreur de laisser tomber le jeu pendant 2 semaines. Quand je suis revenue, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que j'avais fait ? Comment j'ai fait pour arriver à cet embranchement-là ? Donc j'ai refait 3-4 runs avant de me remettre dedans et de retrouver un peu cette logique que j'avais eue pour arriver justement à obtenir un indice ou en tout cas une petite porte ouverte pour continuer dans l'aventure. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, vu qu'il se joue quand même assez rapidement, c'est d'essayer de ne pas trop lâcher le jeu et de le faire assez régulièrement avant de le terminer. Voilà, je vous ai parlé de la caméra qui est assez originale parce qu'en fait c'est vraiment une vue du dessus. Alors moi au début, on a déjà vu des jeux comme ça, donc c'est pas quelque chose de très original ou qui sort d'ordinaire, mais moi j'avoue j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de jouer à des jeux comme ça. Donc au début ça m'a un peu perturbée et en fait j'ai trouvé ça hyper cool au bout d'un moment. On s'y fait vite et au niveau de l'exploration et de l'immersion dans le jeu, j'ai trouvé qu'en fait ça s'y prêtait plutôt bien. Ça nous permet de voir un peu où est notre femme en même temps par exemple. Ça nous permet d'être dans une pièce, mais de se rendre compte que l'inspecteur est en train potentiellement d'arriver ou de faire quelque chose avec notre femme. Enfin, voilà. Donc, c'est au final une vue qui peut être peut-être un peu déstabilisante pour certaines personnes au début, mais je vous rassure, franchement, on s'y fait vraiment vite. Voilà, après, ce qui m'a un peu marqué aussi, c'est les décors. En gros, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on est dans un appartement, il y a 3 pièces et demie. Il y a donc le salon-cuisine, on a la salle de bain, la chambre, et je dis et demi parce qu'il y a un petit placard dans l'entrée avec lequel on peut interagir également. Donc c'est vraiment pas très grand. Et au final, l'exploration se fait quand même assez rapidement parce que 3 pièces et quelques, forcément, ça va vite. Mais il y a quand même des petites choses à trouver. Moi, je sais qu'il y a 1 ou 2 objets. J'ai mis un petit peu de temps, soit à les trouver, soit à comprendre où chercher. Donc, on a l'impression parfois en quelques runs qu'on a tout trouvé. Et en fait, pas tant que ça. Donc ça, c'est plutôt un truc assez chouette parce que ça peut rester quand même un jeu surprenant. On a l'impression qu'on a fait le tour et en fait, pas tant. Les décors, ils sont assez simples, assez impersonnels. Il y a 3 tableaux, en gros, une plante qui se bat en duel. Mais en soi, c'est pas ce que recherche le jeu. Donc, on s'en fiche un peu. Donc voilà. Ça, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment accordé beaucoup d'importance là-dessus. Et ce que j'ai trouvé assez cool, par contre, c'est peut-être un petit détail, mais moi, ça m'a vraiment encore plus mis dans l'immersion. Donc, il y a un côté huis clos. Hein. Voilà, on est tous les 2, voire 3 quand l'inspecteur arrive dans ce petit appart. Ça peut paraître assez étouffant quand même à certains moments. En plus, ça peut être stressant parce que parfois on se retrouve, on meurt ou on peut tuer quelqu'un. Enfin voilà. Mais ils ont réussi. Enfin, Louis du coup a réussi à rendre l'extérieur quand même un peu vivant. Dans le sens où on voit parfois des lumières et des ombres passer à travers la fenêtre. Donc on se dit qu'il y a des voitures, on entend des sirènes de police, on a la possibilité d'allumer la radio dans la cuisine. Et c'est des tout petits détails, mais je trouve qu'ils rendent du coup le jeu un peu plus immersif, parce que je me dis que si on n'avait pas tous ces trucs-là autour, on serait vraiment juste dans cet appart sans vraiment beaucoup de bruit. Et ça serait peut-être un peu plus déroutant. Donc moi, j'ai aimé ces petits détails qui peut-être apportent pas grand-chose à certaines personnes, mais moi qui m'ont permis vraiment de me rendre compte cet appart, il y a quand même de la vie extérieure et ça participe encore une fois, comme je le disais et je le répète, à l'immersion.
petit point très cool aussi, j'en ai pas parlé, mais au niveau du casting des voix, c'est un casting 5 étoiles. 5 étoiles, wink wink, vous connaissez. Ah, j'aime bien. On retrouve notamment les voix de James McAvoy, Daisy Ridley et William Dafoe. Donc voilà, autant dire des grands. Et on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est entre guillemets que des voix, c'est des grands acteurs, est-ce que ça apporte vraiment un plus au jeu ? Et moi j'ai trouvé que oui, parce que justement en fait les personnages c'est vraiment des silhouettes toutes basiques qui n'ont pas vraiment de visage. Et du coup justement les voix en fait c'est ce qui apporte et qui fait quasiment tout dans le jeu, au-delà du scénario évidemment. Et vraiment, ils arrivent super bien à donner vie à ces 3 personnages. Enfin, honnêtement, surtout, moi, l'inspecteur de police, c'est celui qui m'a le plus marqué des 3. Donc voilà, je trouvais que c'était important de mettre ce casting en avant parce que franchement, c'est un beau travail de doublage et ça participe vraiment à donner vie tout simplement aux personnages de ce jeu. Donc ça peut vous motiver à vous mettre dedans. Go! Et William Dafoe, il n'est pas à son coup d'essai parce qu'il avait fait Detroit aussi, non Alors, il était dans... Il me semble qu'il était modélisé dans Detroit. Alors, c'est pas ou un dans autre jeu, alors, Detroit qu'il est modélisé, c'est dans Beyond Two Souls. Ouais, exact. Ah, Ok, voilà. donc voilà. Ok. Et il est excellent dedans, d'ailleurs. Donc, tout à oui, fait. voilà, tout à fait. Il est habitué aux jeux vidéo. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu ? Vous savez, je vous fais toujours un plus et moins. Et c'est très bien. Déjà, le concept. Voilà, moi, je vous l'ai dit, tout ce qui est... boucle temporelle, je trouve que c'est un concept hyper intéressant, j'ai adoré. Oui. Et on a passé le 12 minutes, tu peux continuer. Ah, damn. Bon, et cette chronique se termine maintenant. Merci. Voilà, beaucoup. merci, au revoir, On bonne passe soirée. à la suite. Ah, vas-y, tu peux continuer. Oui, du coup, moi, ça m'a rappelé, voilà, comme je vous le disais, Un jour sans fin, Edge of Tomorrow. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment pas facile à mettre en place parce que voilà, jouer avec le temps, c'est pas simple. On sait qu'il y a toujours des petites incohérences, ce genre de choses, mais c'est aussi quelque chose de super intéressant. Donc déjà, moi, juste déjà le concept de la boucle temporelle, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, là, on est acteur en fait dans le jeu, là où devant des films, en fait, on est tout simplement spectatrice ou spectateur. Donc le fait d'être actrice et de choisir moi-même un peu ce que je veux faire et faire des choix en voyant un peu les conséquences que ça donne, c'est quand même super intéressant. J'ai aimé ce côté petit stress que ça peut procurer dans certains runs. Parce qu'en fait, il y en a certains où j'avais envie de faire plein de choses en me disant allez, il faut que je teste ça, voir ce que ça donne, il faut que je teste ça. Et en fait, on a 12 minutes maximum à chaque fois. Donc si on meurt avant, ça fait moins. Mais on peut tenir jusqu'à 12 minutes. Et là, à partir de 12 minutes, paf, on revient au début. Et si on va dans le menu, on a la petite aiguille du temps justement qui se déplace. Et donc moi, évidemment, comme je suis un peu joueuse, je regardais de temps en temps et je me disais « Oh mon Dieu, il me reste 1 minute pour faire ça, j'ai envie de faire ça et ça. » Et tant de choses encore. Donc il y a ce côté un peu stress, mais qui est chouette. Et au final, on se prend assez vite au jeu, j'ai trouvé. Et c'est assez marrant aussi de voir les réflexes très rapides qu'on a. Enfin, voilà, moi, au début, je me souviens les premiers runs, je regardais un peu, je prenais certaines choses. À la fin, limite, je faisais un bisou à ma femme, je faisais « Allez hop, j'ai pas le temps, paf, je prends ça, ça je le mets ici, ça je lui donne. » Et du coup, c'est vraiment, plus on joue, plus on adopte certains réflexes. Et c'est super marrant aussi de voir à quel point on s'habitue très vite et à quel point on chope des habitudes assez rapidement. J'ai aimé le fait de devoir me creuser la tête. Après, moi, je fais partie de ces joueuses qui aiment beaucoup les énigmes, qui aiment fouiner un peu partout, qui aiment prendre leur temps. Donc, pour le coup, encore une fois, j'étais vraiment la cible de ce genre de jeu. Et j'ai quand même normalement relativement une bonne mémoire. Donc, je me rappelais quand même plutôt bien de ce que mes choix avaient eu justement comme conséquence, ce qui m'a permis d'avancer quand même relativement rapidement. Je pense que quelqu'un qui ne se rappelle pas forcément de tout peut potentiellement refaire des runs un peu identiques. Ça peut peut-être être un peu frustrant. D'où, encore une fois, ce que je vous disais, cette idée d'essayer de ne pas trop décrocher du jeu et de le faire en un temps assez rapproché, quoi. Il y a aussi des petits détails que j'ai bien aimés parce qu'ils rendaient le jeu en fait encore plus réaliste. Un exemple tout bête, je vous spoil pas, c'est un mini spoil, promis. On a la possibilité, si on veut, de donner un somnifère à notre femme. Et moi au début je le faisais très bien, je lui donnais, elle s'endormait, parfait. Et à un moment donné, j'ai voulu aller plus vite que d'habitude et en fait j'ai pris donc une tasse, j'ai mis de l'eau dedans et j'ai mis le somnifère dans la même pièce qu'elle. Et donc du coup elle m'a vu faire. Et on l'entend dire « Ah bah tiens, t'as sommeil ce soir ?» Et si on lui tend la tasse, en fait, elle répond « Ah bah non, merci, moi là je suis pas fatiguée, j'ai pas envie de ce somnifère. » Que si on le fait dans une autre pièce, elle nous voit pas et elle prend la tasse sans problème. Et là, je me suis fait cette réflexion de « Ah oui, même un tout petit détail comme ça
potentiellement, dans d'autres jeux, c'est déjà arrivé qu'on sorte un gun ou ce genre de choses et les gens sont à côté et nous disent « ça va, tout va bien, tu passes une bonne journée », voilà. Et là, il y avait ce petit détail de « ah bah tiens, ouais, quand elle me regarde quand même faire, elle n'est pas passive ». Donc c'est bête, mais ça rend encore une fois un petit peu plus d'immersion et j'ai trouvé que c'était des petits détails qui étaient assez cool. Le fait, comme je disais, de voir le puzzle se former au fur et à mesure, c'est hyper... c'est satisfaisant en fait. Il y a un côté un peu enivrant aussi de « ah là là, ok, je commence à comprendre comment ça fonctionne, je commence à comprendre ce qui s'est passé et j'essaye de justifier ça auprès du policier, etc. » Donc voilà, ce côté un peu mini-enquête personnelle est super chouette. L'histoire, elle est assez absorbante, même si c'est pas un long jeu. Et le dénouement, donc c'est-à-dire quand on apprend vraiment ce qui s'est passé, moi, il m'a coupé l'herbe sous le pied, vraiment. Je préfère vous dire qu'il est quand même assez glaçant, donc c'est pas un truc hyper joyeux. Mais vraiment, j'étais super surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve que c'est rare les jeux... Il y a des jeux qui surprennent, on a des jeux qui nous marquent. Mais là, vraiment, comme ça faisait longtemps que j'étais pas restée un peu bouche bée en mode « ah oui, quand même, ils ont fait ça, très bien. Je l'avais vraiment, vraiment pas vu venir, celle-là. » Donc ça, c'est assez chouette aussi. Et il y a 4 dénouements et 2 fins différentes en fonction du coup des décisions qu'on prend. Et par curiosité, j'ai été voir justement ceux et celles que je n'avais pas eues. Et je trouve qu'ils et elles sont assez divers. Et ça, c'est plutôt chouette à noter aussi parce que parfois, on peut avoir des jeux avec, 15 fins, mais avec quand même des différences qui ne sont pas notables. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette aussi à noter. Maintenant, il y a des choses que j'ai un peu moins aimées quand même. Déjà, je vous ai dit, j'ai joué à la version mobile et honnêtement, je pense qu'elle est un peu moins pratique que si on joue sur clavier ou manette. Il y avait des actions que j'essayais de faire au personnage, mais je pense que je ne devais pas cliquer au bon endroit. Donc parfois, il partait dans une autre pièce alors que je voulais juste qu'il ferme la porte. Parfois, il prenait un objet, je ne voulais pas qu'il le prenne. Donc honnêtement, ça ne m'a pas trop déstabilisée, mais je pense qu'à la manette, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, si vous avez le choix, je vous conseille plutôt de jouer sur console ou PC. C'est un jeu, on va pas se mentir, qui peut, je pense, très vite être très frustrant si on n'est pas patient. Faut savoir que on revit à chaque fois, à chaque run, cette scène de « coucou chérie, ça a été le travail, bisous, machin, je t'ai fait un bon dessert ». Et au bout d'un moment, on a juste envie de dire « tais-toi en fait, laisse-moi avancer dans le jeu », alors que cette pauvre femme, elle a juste rien demandé, elle revit sa journée comme si c'était une journée normale. Mais voilà, et tu as du coup parfois certains dialogues qu'on est obligé de réécouter aussi. Donc il y a des moments, j'avoue, ça m'a semblé un petit peu redondant. Après, pour le coup, je suis assez patiente dans les jeux vidéo, donc moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Puis j'aimais bien ce côté creuser, essayer d'avancer. Mais peut-être que ça peut bloquer certaines personnes. J'ai pas compté, mais je pense que de mon côté, j'ai dû faire une bonne quarantaine de loops différentes pour terminer le jeu. En sachant que... Pour certaines, pour la petite anecdote, j'étais pas contente de ce que j'avais eu. Donc, par exemple, cette histoire de la fois où ma femme n'a pas voulu prendre le somnifère parce que je l'ai fait devant elle, en fait, tout simplement. J'ai pas eu envie d'attendre les 12 minutes parce que j'avais envie de refaire ma loupe du début. Donc, quelle bonne idée. J'ai pris le couteau de cuisine et je me suis suicidée. Voilà. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Je suis patiente. Exactement. Ouais, pour certaines choses. Mais je vous donne un petit tip si vous y jouez. Parce que je m'en suis rendu compte au bout, je pense, du 20e run. En fait, vous pouvez juste sortir de l'appartement et votre boucle recommence. Voilà. Okay. Donc, ne tuez pas votre personnage pour rien. Voilà. Sauf si vous avez envie de vous amuser. Voilà. T'as vu l'animation en plus. Exactement. Voilà. Mais bon, ça lui fait mal aussi, le pauvre. Hein. Oui. Donc, vous pouvez juste sortir de l'appartement, en fait, et votre loop recommencera du début. Voilà. Sinon, c'est un jeu qui peut être quand même, je pense, assez fastidieux. Il y a beaucoup de tâtonnements, mine de rien. Quand on pense avoir tout tenté, on se rend compte parfois qu'un tout petit détail qu'on n'avait pas pensé à faire, en fait, nous débloque beaucoup d'opportunités et de possibilités. Donc, comme je disais, il faut être quand même vraiment patiente. Malgré tout, il y a quand même des petites incohérences. Après, on sait que tout ce qui est embranchement différent, jouer avec le temps, c'est vraiment des thèmes qui sont compliqués. Dans tous les jeux, dans tous les films que j'ai pu voir, il y a toujours des mini-incohérences à un moment donné. Donc, personnellement, ça ne m'a pas trop sorti de l'histoire, ça ne m'a pas dérangé, mais je pense que c'est quand même bien de le mettre en avant malgré tout. Et je vous ai parlé du dénouement, je vous ai dit qu'il m'avait surprise, donc ça c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Maintenant, j'ai trouvé qu'il était vraiment tiré par les cheveux aussi.
j'ai eu l'impression en fait que l'équipe savait pas trop quel mystère ou vraiment quelle surprise mettre en avant. Et du coup, ils ont fait ce choix-là pour choquer et impacter, pour qu'on en parle, pour que ça marque. Mais voilà, j'ai vraiment eu ce truc de ah ouais là quand même ok c'est surprenant, mais vous êtes allé loin, je trouve. Donc j'ai été assez partagée sur cette partie-là. Après, chacun se fera son avis évidemment. Voilà, donc c'est pour les côtés un peu négatifs et qui m'ont un petit peu sorti du jeu. Mais si je devais conclure, voilà, si vous avez quelques heures devant vous, si vous aimez les jeux narratifs à la Life is Strange ou Detroit Become Human, si vous avez envie de vous creuser un petit peu la tête, résoudre un mystère, voilà, et que vous aimez les jeux un peu, ou les films en tout cas un peu en mode time loop, bah franchement, je vous conseille de tester 12 minutes parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Et du coup, bah, cette chronique n'aura pas duré 12 minutes, je suis désolée. Je sais que John m'avait supplié, Non, sans exagération aucune, à peine. de le finir en 12 minutes. Mais bon, j'ai tenu un peu plus que ça. Après, ça valait le coup je pense, d'en parler, de vous faire un petit résumé complet de ce jeu-là. Donc, je vous le conseille. Et puis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie. Bah, t'as fait 2 loops finalement, donc ça va, c'est que 2 parties, c'est pas énorme. J'ai plein de questions, mais je vais déjà passer la parole à Ketrus, mais qui s'en va. Tu t'en fous, Ketrus? Ok. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Ouais, franchement. Bon, tu repasses après, c'est pas grave. Bah, en attendant, Eva, peut-être ton avis, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu as envie d'y jouer? Alors, tu as évoqué tous les thèmes que j'aime, narratif, thriller, loop time, donc tout ça, ça me donne très très envie. Après, j'avais quand même 2-3 questions. Alors, si j'ai bien compris, tu reviens 12 minutes avant que l'officier arrive, c'est ça? C'est ça. Et du coup, tu as 12 minutes dans la maison pour faire plein d'actions pour ne pas être amené à être tué. Mais du coup, quand l'officier il arrive, est-ce que tes actions elles ont des conséquences sur la réaction? Alors en fait, tu meurs pas forcément à chaque fois. Parce que parfois les 12 minutes peuvent passer et en fait juste le temps est passé et donc tu reviens au début. Mais il y a eu des moments où moi c'est moi qui ai tué le policier par exemple, où juste les 12 minutes sont passées, ou voilà, où je suis sortie de l'appartement tout simplement. Donc il n'y a pas forcément ce truc de tu dois mourir pour revenir à zéro en fait. Mais à chaque fois tu reviens vraiment au même endroit. Ok, merci. Et du coup, j'avais juste une deuxième question. Tu as dit que le jeu, il prenait à peu près 8 à 10 heures. Est-ce que si quelqu'un arrive à trouver la fin plus vite, je vois qu'il a la bonne run, on va dire, il peut finir beaucoup plus vite le jeu? Ou alors, est-ce que vraiment les indices ils se débloquent au fur et à mesure? Tu peux pas non plus atteindre la fin trop vite? Honnêtement, moi j'ai regardé un peu sur internet, c'était 6-8 heures. Je pense que moi je l'ai fait en 8 heures à peu près. Je pense que ça dépend un peu de ton gameplay. Si t'es comme moi et que t'aimes un peu tout fouiner, bien regarder et prendre ton temps, ça peut aller jusqu'à 8 heures. À mon avis, quelqu'un qui rush un peu, qui se dit bon ça j'ai déjà tenté, ou ok ça sert à rien, cet objet je l'ai utilisé, j'en ai plus besoin, tu peux gagner du temps comme ça. Mais à mon avis, il faut quelqu'un qui le fait en moins de 6 heures à vraiment rusher et surtout à trouver des choses assez rapidement parce qu'il y a vraiment des indices, il faut un peu se creuser la cervelle pour aller les chercher. Ok. Et quand tu dis qu'il y a plusieurs fins différentes, ça veut dire qu'il y a plusieurs explications. Je veux dire, le fait que la femme elle ait tué son mari, pas tué son mari, qu'elle ait tué quelqu'un, ça veut dire qu'il y a plusieurs explications possibles en fonction de tes recherches dans l'appartement, ou alors Non, t'as un dénouement. Tu découvres la vérité, vraiment ce qui s'est passé à un moment donné, et en fait, en fonction de ça, t'as différentes fins qui peuvent s'ouvrir. Et ça, c'est en fonction des choix que t'as pris ou à tel moment, en fait. Ok, ça marche, merci. Et j'avais un peu la question opposée, mais est-ce que tu peux être ultra nul et genre ne pas arriver au bout après 150 loops? Enfin, genre tu prends cette cuillère, systématiquement, tu passes 6 minutes avec et puis tu n'as jamais le temps de finir. C'est possible ça? Je pense que tu peux ne jamais y arriver si vraiment à un moment donné il y a un truc qui te bloque en fait. Si tu trouves pas tel objet qui est caché, si tu n'arrives pas à débloquer telle ligne de dialogue, enfin voilà, je le disais, il y a quand même des choses, il faut un peu se creuser la tête. À un moment donné, par exemple, tu trouves un téléphone, tiens, faut tenter peut-être d'appeler des numéros de téléphone au pif ou pas. Donc voilà, si on n'est pas une joueuse ou un joueur qui aime justement se creuser la tête et essayer d'aller même chercher des trucs un peu improbables, je pense que tu peux te retrouver très vite bloqué dans cette loupe et refaire un peu tout le temps la même chose. C'est un peu ce côté frustrant dont je parlais, c'est que voilà, il y a des loupes qui se ressemblent vraiment et parfois il y a un tout petit truc qui va débloquer beaucoup de choses et donc il faut être assez patient à ce niveau-là. Après, 150 loops, à un moment donné, allez voir la soluce pour vous débloquer. Ouais, c'est ce que je demandais. Voilà. Il n'y a pas des astuces ou c'est pas guidé? Non, pas vraiment. Franchement, je pense que si on est bloqué trop longtemps, il faut aller regarder où on en est pour avoir le petit détail ou la petite chose qui nous fera avancer, quoi.
Et tu parlais d'un détail sur les bruits de fond, la radio, etc. C'est genre minute 4:30, tu as toujours le même son à la radio, tu as toujours le même truc, ou ça peut dépendre Alors, d'un événement La radio, tu peux choisir de l'allumer ou de l'éteindre. Donc ça, Ok. c'est vraiment toi comme tu décides. Et j'avoue, j'ai pas trop fait gaffe si c'était un tel timing. J'ai l'impression que ça passe un peu Ok. par-ci par-là. Et de toute façon, en fonction des pièces dans lesquelles t'es, tu vas pas être à chaque minute dans telle pièce. Donc à mon avis, ça passe un peu aléatoirement. J'avoue, j'ai pas trop fait attention à ça. Et dernière question, peut-être la plus importante, mais au début, tu nous parles d'un dessert. C'est quoi le dessert? Je sais même plus. Oh putain. Pour dire à quel point ça m'a vraiment pas intéressé ce truc-là. Mais j'ai quand même gardé la cuillère pour le manger à un moment donné. Tout ça pour ne jamais le manger d'ailleurs. Donc ça sert à quelque chose. finalement. Ça sert à quelque chose. Parfait. Et bah écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de 12 minutes, donc qui est dispo partout, tu l'as dit, hein, Xbox One, Series, PS4, 5, Switch, PC et Netflix. Alors autour de 25 € le prix fort, mais hors promo. Et alors j'ai noté Annapurna, mais je sais plus le nom de la personne qui a réalisé. Luis Ouais. Antonio. Merci beaucoup pour cette précision. Je pleure comme je ris. Si maman si, viens, on parle de la série si. Allez, une petite ref aussi vieille que les personnes qui fêtent leurs 47 ans cette année. Parlons vraiment de la série si, Cotrus, plutôt que cette blague pourrie. Cool, j'ai pas 47 ans, c'est cool, pour une fois, tu vois. Tu vois, et j'ai même pas dit que t'étais... ok, bon. Merde. Oui, on va parler de la série Si, ou Jour Noir au Québec. Je l'avais noté, donc c'est bon, j'efface ma ligne, merci. J'adore, c'était juste pour faire l'accent. Mais non, en France, c'est Si, et c'est une série qui est sortie en 2019 sur Apple TV, et maintenant qui est disponible aussi sur Canal+. 3 séries de 24 épisodes qui sont... et d'ailleurs, la série est finie. Donc, qu'est-ce que c'est Si ? Comme son nom l'indique, on est dans un univers dystopique post-apo. En fait, on est 600 ans après une catastrophe donc apocalyptique qui a causé la perte de la vue chez l'humain. C'est-à-dire qu'aucun humain ne voit, absolument. Donc... Chiant. Ah bah, c'est un peu relou, quoi. C'est un peu l'inverse des invisibles dont tu parlais. Non, c'était quoi Merde, j'ai oublié. Ah, dans Les Lumières de la Malou, Exactement. Écoutez l'épisode. qu'on ne voyait pas quand il n'y avait pas de lumière. Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais. On voit rien du tout, quoi. Ou le mec invisible dans Mystery Man quand on ne le regarde pas. Par exemple. Et qu'il est tout nu. Mais ça n'a rien à voir. C'était coup de cœur là que t'as placé ou... C'est bon. Exactement. Bon, je crois qu'on a déjà parlé de Mystery Man, mais bon. Ouais. Peu importe. Bref, revenons à Si. Donc voilà, on est 600 ans après notre ère. L'humanité ne voit plus, donc est revenue un peu à un état primitif, entre guillemets, en tout cas assez primitif. Âge de bronze même pas, parce qu'en fait, si en fait ils forgent, ils arrivent à forger du métal, etc. Mais quand même quelque chose qui ressemblerait à des tribus. Je sais pas. Non, j'allais dire une connerie peut-être raciste en plus, donc je vais pas la dire. Évitons. Vaut mieux pas. En tout cas primitif, donc peu personne ne voit. Il paraît que des humains voient, mais ça reste une légende. Dans le cas, on n'est pas sûr. Et on commence dans le village dirigé par Babavos, qui est interprété par Jason Momoa. J'en reparlerai d'ailleurs. Et le visage des Alchemy, la tribu des Alchemy, et qui sont attaqués par les Witch Hunters, dirigés par Tamaktivos, le chef des Witch Hunters du royaume Payan, le royaume dans lequel vit d'ailleurs la tribu Alchemy, qui est dirigée par la reine Kane. Je vous cite un peu les personnages principaux, mais je reviendrai dessus après. Donc en fait, la série commence par ça, et en même temps par la naissance de la femme de Babavos, qui est enceinte de quelqu'un d'autre, qui, il paraît, voit. Il s'appelle Gerla Marel, c'est ça. C'est bien un nom d'un mec qui est capable d'écrire et lire. Parce que je pense que quand tu vois pas, tu t'appelles Baba, tu vois. C'est plus facile. Aucun rapport avec Hanouna, hein, je précise. Wow. Ouais. Il y a trop de références. Plus sympa. Trop de références. Ouais, c'est comme ça. Donc, ils se font attaquer. Donc, la série commence par un gros combat entre des gens qui ne voient pas. Et ça va être un des points importants, c'est quelles vont être la chorégraphie en fait, des combats, comment on se bat en fait, quand on ne voit pas, et quelles sont les techniques qui ont été développées là-dessus, les techniques de combat, et autres, bien sûr, les techniques de vie. Ils sont obligés de reculer, ils arrivent un peu à repousser l'attaque, et les enfants naissent en même temps, des jumeaux. Donc les enfants de la femme de Babavos, Magra, et de ce fameux Gerla Marel qui apparemment voit. Et donc Kofun et Aniwa prennent vie, j'allais dire, mais voient le jour.
et voient vraiment le jour. parce qu'en fait, ils voient. Ils sont effectivement dotés du don de la vue. Ce qui est un miracle, en tout cas, dans ce monde-là. Et donc, ils sont obligés de partir en exil à travers un chemin qui avait été construit, alors on ne sait pas trop par qui. En tout cas, un pont au-dessus d'un ravin, ce qui est normalement chose impossible quand tu ne vois pas. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui voit qui a construit ce ravin. Et ils partent en exil suivant les traces que Gérard Lamarelle, j'arrive pas à le dire, le mec qui voit, Gérard Lamarelle, c'est très compliqué à dire. Donc apparemment vers cette espèce de sanctuaire qui a été créé par donc, le père des jumeaux pour qu'ils puissent vivre et grandir en sécurité et non pas chassés par la reine Ken et ses witch hunters. Et aussi, il décide de cacher au reste de la tribu que ses enfants voient, parce que dans la tribu, il y a aussi des fanatiques en fait, et des gens qui pensent que la vue est une malédiction, que aussi c'est un mensonge et que tous ceux qui prétendent la voir, etc., sont mauvais. Et d'ailleurs, on découvre très très vite que dans la tribu, il y a un traître qui avait donné en fait l'emplacement du village à la reine Kane, et c'est Payan. Évidemment, petite ellipse de quelques années pour quand même les enfants grandissent, quoi. On apprend que Gérard Lamarelle... En fait, j'entends Gérard Lamarelle comme quelqu'un qui joue très bien au jeu pour enfants. J'arrive pas à le prononcer, c'est super ça. compliqué, c'est pas drôle. Comment tu l'écris ? Gère la marelle. C'est marelle à la fin parce qu'à chaque fois j'entends une marelle et j'ai envie de jouer à la marelle. Bah ça, il gère la marelle quoi. Il gère la marelle, voilà. Simplement. Ah oui, t'as raison, gère la marelle. Ouais. Non, mais c'est plus facile maintenant. Allez, continuons cette chronique avec cette astuce. Qu'il rencontre effectivement quand ils sont petits, en fait, il sauve Babavos et les deux jumeaux d'une attaque d'ours. Ouais, parce que c'est pareil, quand tu vois pas trop un ours, c'est chiant, quoi. Parce que les animaux, eux, ils voient. Et il les défend parce qu'il voit et avec un arc, qui est chose quand même assez pratique quand tu vois et moins quand tu vois pas. Mais attention, il y a des surprises dans cette série. Et il découvre aussi un coffre. Et dans le coffre, en fait, il y a des messages. Il y a un message à ses enfants. Et aussi, c'est un coffre rempli de livres pour apprendre à écrire, pour apprendre à lire, etc. Et des livres sur le monde d'avant, sur comment se servir de plein de choses, de technologies très simples, sur la survie, etc. Ils en discutent, Babavos et Magra, donc les deux parents discutent de ça et décident de ne pas révéler en fait ce coffre parce que c'est dangereux, parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache et qu'ils ont trop peur pour la sécurité de leurs enfants, donc ils préfèrent cacher ça. Sauf que Paris, un peu la sage de la tribu, qui est voyante aussi, ce qui est drôle pour une aveugle. En anglais, c'est farcir, donc c'est un peu plus sympa. En fait, elle a plutôt des visions qui semblent se révéler, d'ailleurs. En tout cas, ça, c'est un des points dont je parlerai un peu plus tard dans la critique de la série, c'est que est-ce qu'il y a du fantastique ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu prophétique qui se réalise, mais on ne sait pas trop. Et donc, elle décide que, effectivement, non, c'est important. Ses enfants voient. Il a décidé que ses enfants devraient voir pour fonder un nouveau monde, un monde meilleur, etc., basé en fait sur les savoirs du passé. Donc, en fait, contre l'avis de Magra, mais Babavos accepte, ils vont pouvoir commencer à écrire, à lire, à apprendre des choses sur le monde. Voilà, puis après, les gens les retrouvent, re-exil, baston, etc. Je vais pas beaucoup plus loin parce qu'après, ça va spoiler un peu la série. Et il y a quand même pas mal de twists assez intéressants qu'il faut vivre en temps réel. Donc, cette série, alors, je pense que c'est une série où il faut un peu lâcher prise. C'est-à-dire qu'elle a énormément de qualité. Bon, déjà, le pitch est très cool. Je veux dire, c'est super intéressant. Qu'est-ce que deviendra l'humanité si on ne pouvait pas voir ? Et quelle religion et quelle croyance on pourrait avoir si d'un seul coup la vue revenait et pourquoi elle reviendrait, est-ce que c'est une mutation, qu'est-ce que c'est, etc. Surtout, moi je la trouve super intéressante parce qu'en fait elle te fait poser plein de questions. Ils ont beaucoup de bonnes idées sur comment on gère en fait la vie quand on ne voit pas, donc quand toute la population à l'échelle humaine ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on devient ? Comment on communique ? Quelle est la religion ? Est-ce qu'on continue à écrire ? Comment est-ce qu'on crée comment est-ce qu'on se bat ? Comment est-ce qu'on on voyage ? Parce que rien que voyager, c'est une tannée, quoi. Etc., etc. Et par exemple, il y a une façon, donc ils n'écrivent plus, mais ils communiquent, entre guillemets, par écrit, en tout cas, pas à l'oral, par des ficelles avec des nœuds.
avec différents types de nœuds, etc. etc. Ça, je trouvais que c'était super intelligent. Et d'ailleurs, dans le fameux coffre où il y a tous les bouquins, bah, en fait, il y a des nœuds sur les bouquins pour dire à quoi correspondent les bouquins et aussi que le message puisse s'adresser à des gens qui ne voient pas, à des aveugles. Par exemple, dans la grande salle de prière et de conseil de la reine Kane, derrière elle, il y a des énormes cordes, beaucoup de cordes comme ça, qui descendent du mur et avec des gros nœuds, etc. Et en fait, c'est un peu les écrits sacrés, etc. Donc il y a plein de bonnes idées comme ça. Dans leur village, ils ont un système de quadrillage un peu comme des filins, comme pour le tram, si vous voulez, mais en fait quadrillés. Donc en fait, ils peuvent se repérer avec leur bâton, en levant le bâton et savoir à peu près où ils vont, etc. etc. Donc beaucoup de bonnes idées. Par exemple, il y a les combats, il y a vraiment des trucs très intéressants. C'est beaucoup basé sur le son, c'est beaucoup basé sur le contact, comment dire, on donne des comment ça s'appelle des ruses en lançant des objets, en faisant un bruit quelque part pour pouvoir attaquer l'autre, etc., etc. Donc globalement, la chorégraphie des combats est quand même assez bien faite. En tout cas au début. Parce qu'au bout d'un moment, tu sens que ça se relâche un peu et que je sais pas pourquoi, ils font des trucs complètement invraisemblables et qui ne marchent absolument pas. Et ils sont surtout hyper violents. C'est une série qui est très 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 violente, un peu trop d'ailleurs. Enfin, je trouve qu'elle est hyper gore et parfois c'est un peu gratuit. Je pense que la vibe Game of Thrones est passée un peu avant et du coup, bon voilà, on se dit on va faire des combats ultra violents. Moi au début, je l'avais justifié par le fait que comme ils sont aveugles, ils ne voient pas en fait la violence qu'ils provoquent. C'est-à-dire que tu vois pas en fait que tu éviscères, que tu décapites, que tu écrases un crâne, ce genre de choses. Donc globalement, tu devrais être moins choqué par la violence que tu provoques ou que les autres provoquent sur son adversaire. Mais on sent que des fois, quand même, ils se complaisent un peu dans une violence gratuite et ça sera tout au long de la série. C'est vraiment, vraiment, vraiment violent dans les combats. Donc si vous aimez pas le gore, si vous aimez pas la violence, bon, après il n'y a pas tant de combats que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Donc soit passer la série. Et d'ailleurs, de ce que je viens de dire, c'est que les enfants de Baba Voss, à un moment donné, le voient se battre, alors qu'il leur a demandé justement de ne pas venir, parce qu'il a conscience en fait qu'il ne veut pas que ses enfants le voient aussi violent. Et là, on arrive à voir qu'effectivement, il y a une violence très très forte qui choque ses enfants. Mais ça va pas beaucoup plus loin. La réflexion aurait pu être un peu plus approfondie là-dessus et c'est pas fait. Et d'ailleurs, c'est une critique que je fais à cette série, c'est que il y a pas mal de bonnes idées et qui sont un peu abandonnées ou contredites en fait tout au long de la série ou un peu plus tard pour des facilités scénaristiques et sûrement des fois des facilités de budget aussi. En fait, ça se sent. Par exemple, je vous ai parlé de l'arc. L'arc, c'est super puissant. Aniwa, donc la jumelle, se met à tirer à l'arc. Ça fait d'elle quelqu'un de ultra fort et ultra puissante. Et puis après, en fait, tu découvres que chez les aveugles, il y a des archers aussi, quoi. Donc, qui tirent un peu au pif, quoi. Faut quand même bien l'avouer. Mais voilà, et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ils auraient pu avoir un peu plus de cohérence narrative à ce niveau-là. Au-delà de ça, le casting est franchement bien. Moi, je trouve que Momoa, dans cette série, il est génial, en fait. Franchement... on peut trouver qu'il en fait des fois un peu trop des tonnes ou que c'est un peu simpliste ou caricatural, notamment sa façon de se déplacer. Il a une façon de se déplacer très particulière en courbant le dos, en utilisant son bâton devant lui, à demi à genoux, etc. Un peu comme des mouvements de jujitsu, ce genre de choses. Alors que les autres le font pas forcément. Donc il dénote de ça, mais en même temps je me dis, tiens, c'est quand même un des rares acteurs qui a vraiment essayé de pousser le truc un peu à fond. Et du coup, moi, je trouve que ça donne quelque chose d'assez joli et au moins, on essaye quelque chose par rapport au fait que plus personne ne voit. Les autres acteurs et actrices à noter, la reine Sibeth Kane, donc la grosse méchante de l'histoire. C'est une Circé, mais complètement tarée. Mais vraiment tarée, quoi. En plus, au début, elle commence, à l'inverse de Circé, elle commence les cheveux rasés et elle finit les cheveux un peu plus longs dans la saison 2 et 3. Elle est incroyable, moi je trouve qu'elle crève l'écran, elle a une espèce de puissance, cette actrice, elle joue la folie mais c'est n'importe quoi. Et en plus c'est un personnage qui va se révéler vraiment vraiment très très intéressant tout au long de la série et assez profond je trouve et surtout elle crève pas la carne, quoi. À de nombreuses reprises elle devrait et en fait ça en fait une vraie méchante qui est assez fantastique. Paris, donc la sage de la tribu. Incroyable actrice aussi.
Pareil, je trouve qu'elle a un truc, en plus elle a une voix absolument incroyable. Et elle envoie vraiment énormément de charisme. C'est un personnage super important. Et d'ailleurs, les personnages féminins sont quand même assez présents dans la série, même si on est quand même dans un univers qui est quand même très masculin et encore avec beaucoup de domination masculine. Néanmoins, on a quand même une reine, plus tard une princesse, etc. Mais ça, je ne sais pas si vous avez vu la série, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Voilà. Et aussi Tamak Tijun, donc le chef des Witch Hunters, dont je parlais. Pareil, une espèce de présence et de charisme assez folle et une voix incroyable. Et pareil, des revirements de situation pour ce personnage. Donc il y a quand même une recherche sur les personnages, il y a des twists, il y a des intrigues. Je dirais pas comme à la Game of Thrones parce que c'est quand même un peu moins profond et un peu moins fouillé, mais ça va. C'est-à-dire qu'on se laisse quand même bien amener. C'est pas toujours cousu de fil blanc et ça donne quand même une certaine richesse au scénario. Voilà. Au niveau costume, c'est assez intéressant aussi. Pas mal de costumes très différents. Une recherche sur les armes, une recherche sur les outils, une recherche sur les bâtiments. À mon avis, pas assez poussé et pas assez réfléchi. C'est-à-dire que tu as plein de vêtements, par exemple, qui sont teints, dont le cuir, etc. Et on se dit, quand ils sont aveugles, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ce soit teint ? Parce que de toute façon, on ne le voit pas. Mais néanmoins, ça fait des super costumes. Et parfois, les costumes ont une signification forte, c'est-à-dire que ils ont beaucoup de clochettes ou ce genre de choses. D'ailleurs, les nobles ont des clochettes au doigt en fait, pour appeler les serviteurs et pour leur dire de s'approcher, pour leur donner des missives ou à manger, etc., enfin de la nourriture. Mais des fois, en fait, ils vont un peu trop loin dans le costume et on a un costume très ornemental. Et tu te dis, c'est pareil, en fait, ça sert à rien. Et en plus, tu peux te prendre les cheveux dans les branches. C'est ça, quand t'es aveugle, c'est quand même chiant et ça t'arrive très souvent. Et voilà, enfin, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu une série en demi-teinte. Je trouve beaucoup de bonnes idées, des fois pas trop exploitées, des fois un peu mises de côté, contredites par facilité, je pense. Et des fois des trucs complètement cons et que tu te dis tiens, c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Ils sont censés avoir des gens qui entendent super bien, mais genre super bien, quoi. Genre, ils entendent un truc à 50-60 mètres, ils savent qu'un mouton a pété et qu'il faut aller le tondre, tu vois, un genre de truc comme ça. Et à un moment donné, t'as des scènes de combat où le mec, il décapite un gars, ou il l'embroche sur un arbre à 5 mètres, et les gars derrière, ils sont toujours là avec leur canne, en train de chercher un truc, et tu dis, mais pourquoi tu me décrédibilises complètement la scène ? Enfin, ce genre de truc, quoi. C'est un peu dommage. C'est-à-dire que il joue beaucoup avec le son, ce qu'on comprend, et en fait, c'est assez génial là-dessus. Et puis des fois, ils oublient complètement. Et alors, il se passe des trucs. Le mec, il gueule. Un étage en bas, le garde, il a rien entendu. Je sais pas pourquoi. Ou alors, il voit juste devant. C'est comme dans les jeux vidéo. Il entend juste devant. Je sais pas. Donc voilà, donc ça peut énerver. Voilà, je le dis juste. Il y a des gens que ça peut vraiment énerver. Moi, des fois, j'ai gueulé. J'ai fait c'est pas possible, putain. Tu vois, genre mais putain, vous êtes trop con. Il y a plein de bonnes idées et vous faites ça, quoi. Mais globalement, voilà, si on lâche un peu prise et si on se laisse un peu porter, et surtout si on laisse porter son imagination, et moi c'est ça que j'aime bien en fait dans cette série, c'est qu'il va y avoir une situation, une petite idée, et en fait, moi ça me fait voyager, ça me fait penser à plein de trucs, et surtout des scénarios de jeux de rôle et de chaînes évidemment, ou d'histoire. Et du coup c'est plutôt cool. La photo est vraiment cool. Je trouve qu'il y a un soin apporté à l'image et à la photo, donc ça me plaît, et il y a beaucoup de magnifiques paysages. Ça se passe quasiment, je pense, à 90% dans la nature, dans les bois, dans la montagne, etc. Il y a évidemment des environnements urbains ou un peu modernes ou modernes en ruine, qui ont leur intérêt et qui sont aussi très intéressants. Et voilà, et la musique aussi, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Le générique est très chouette aussi. Voilà, donc c'est pas la série du siècle. Ça va pas détrôner les grosses séries. Mais bon, ça se laisse regarder, ça se regarde assez vite. Et ça vaut le coup, je pense, de regarder les premiers épisodes, d'aller, je sais pas, jusqu'au 2, 3, peut-être 4, si vous avez le courage, pour vous faire une idée et commencer un peu à vous attacher au personnage, quoi. Et petite mention, dans la saison 2, il y a Bautista, donc celui qui joue, l'ancien catcheur qui joue, je ne me rappelle plus, Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, joue le frère de Baba Voss. Donc tu as
une rivalité entre Batista et Momoa. Et franchement, bon, c'est très testostéroné, certes. Mais voilà, moi je pense que c'est des acteurs qui peuvent prouver autre chose que juste leur partie violente. Et le dénouement entre les deux, franchement, j'ai trouvé la scène plutôt cool et assez intéressant. Voilà. Il y a quand même pas mal de nuances, alors qu'on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu brut et un peu couillon dans cette série, et en fait, pas du tout. Voilà. Ok. C'est marrant parce que tu l'as vendu genre en mode le pitch est cool et tout, mais plein de problèmes de cohérence. Enfin, je l'ai vraiment vécu comme ça en mode j'ai trop envie de regarder, pas trop en fait. Ouais, parce que en fait, je pense que c'est dû au fait que je l'ai regardé en parallèle avec quelqu'un, et que du coup, on s'appelait régulièrement pour faire part de nos de nos trucs. Ouah, c'est trop bien, mais putain, ça c'est trop nul. Ouais. Et du coup, bon voilà, ça joue un peu là-dessus. Eva, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est pas vraiment le genre de série que je regarde en général. Après, j'avoue que juste pour voir un peu les idées qu'ils ont eues par rapport à comment vivre sans vue, ouais. Ça peut être intéressant de commencer, de regarder un peu. Je pense pas que c'est le genre de série que j'arriverai à tenir sur la longueur, parce que tout ce qui est très violence déjà à la base, voilà, j'ai un peu du mal. Mais pour le côté un peu intriguant de comment les idées qu'ils ont eues pour façonner un monde sans voir, en fait, ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est à voir, à tester. Puis ça a l'air drôle aussi. Je sais pas si c'est drôle ou si on l'a non, rendu mais drôle. La manière dont tu l'as présenté, elle avait l'air drôle. Moi, j'arrive à me marrer, tu vois, sur ce genre de série. Je crois que c'est pas vraiment fait pour être drôle. Mais oui, c'est ça. Mais je veux dire, le côté un peu improbable de la situation, le comique de situation, quoi. Oui. Ça peut être drôle. Et Célia, ça t'a donné envie? Alors moi, tu as dit dystopie, futur, Momoa, Circe, donc c'est bon, tu m'as accueilli, clairement, voilà. J'adore les séries dystopiques. Je trouve que le concept est hyper cool. J'en avais pas du tout entendu parler. Pourtant, c'est vraiment ma came de série. Donc clairement, je vais l'ajouter à ma liste Apple TV très rapidement. J'avais 2 questions. La première, du coup, tu parlais de 2 villages différents. En fait, ça se passe juste à 2 environnements ou vraiment ils se baladent un peu, on voit des endroits différents? Non, c'est t'as comment ça s'appelle? T'as le royaume Payan, donc elle démarre la série, qui est dirigée par la reine Kane. Et donc il y a plusieurs tribus sur un territoire quand même assez étendu. Et après, tu as, désolé, j'ai oublié le nom, tu as quand même un royaume, comment ça s'appelle, un royaume ennemi, qui est assez puissant, qui est un peu plus fort aussi militairement, qui est du coup qui est pas une monarchie, qui est un triumvirat, une espèce de république en triangle, quoi, qui est hyper important dans la saison 2. Et notamment du coup le frère de Baba Voss est général des armées là-bas. Et tu as après quelques mentions d'autres tribus et d'autres peuples, plus sur les frontières éloignées. Et du coup, t'en apprends un petit peu moins. Mais par contre, même dans le royaume Payan et tout ça, en fait, de temps en temps, tu as des petites peuplades qui sont un peu différentes et qui te donnent un petit aperçu. Mais vraiment, tu connais pas le monde entier. Et ça se passe aux États-Unis, évidemment. Oui. Et il y a une explication sur le pourquoi l'humanité s'est retrouvée aveugle ou pas? Parce que moi, je sais que j'aime bien, quand il se passe ce genre de choses, comprendre ce qui s'est passé, ou c'est juste on atterrit 600 ans après, et puis voilà. Ok, cool. Ça, c'est bien. Par contre, on sait pas trop pourquoi il y a les mutations et des gens qui arrivent à voir. En fait. Et 3 saisons, du coup, c'est ça? 3 saisons, de 24 épisodes. Trop bien. Très cool. Moi, c'est complètement ma cam. C'est 3x8, c'est pas 3x24. C'est 24 en tout, non? Ou... oui, pardon, oui, okay, oui, 3x8. J'ai fait 2 en le disant, mais ok. Oui, non, 24 épisodes, c'est à l'ancienne. C'est ok, oui, en binge, ouais, ok. Oui, en binge, oui. Ça marche. En fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui doivent être très forts pour les podcasts, parce que c'est comme si tu écoutais un podcast, mais toute ta vie, quoi. J'y ai tellement pensé. C'est trop ça. En fait, j'ai pensé à ça, et j'ai pensé à Daredevil, mais que des gens Daredevil avec des plus ou moins bons niveaux, quoi. Finalement, c'est. Ouais, mais plutôt des moins bons niveaux, quoi. Ok, d'accord. Il n'y a pas vraiment de méga Daredevil. Ok. Bon, après, t'as les vétérans, quoi, les mecs qui survivent depuis longtemps. Ouais. Mais c'est marrant, tu m'as hypé de fou et c'est vite redescendu, quoi. C'est genre parce que je suis trop honnête, en fait, si tu veux, j'aurais pu la vendre juste la vendre en c'est complètement ouf. Moi, j'ai kiffé et pourtant, tu vois, je suis attaché à la cohérence narrative et en plus, vraiment, je vois les trucs et ça m'énerve. Genre le coup de l'arc, j'ai failli revenir genre 7 épisodes en arrière ou un truc comme ça en disant, mais ils n'avaient pas dit que les arcs, c'était pas un truc d'aveugle. Ouais. Tu vois. Ouais, ils ont peut-être décroché à un moment donné, puis vu que ça arrivait sur plusieurs saisons, l'année d'après, ils se sont dit, bon, c'est bon, là, j'ai pas compris, quoi.
Après, franchement, alors Décharge, créer un monde cohérent basé sur ce pitch-là, c'est ultra dur. Ouais. Et c'est, à mon avis, en termes de script, donc tu sais, la vérification quand tu as des scènes que t'as pas d'incohérence et tout ça. Et aussi la gestion des comment ça s'appelle, des figurants. Tu sens que des fois, il n'y a pas l'argent, quoi. Ouais, ça. Il n'y a pas le budget, ils n'ont pas le temps et ils le font à la va-vite. Et c'est OK Le en fond à vrai. l'aveugle, j'ai envie de Ils le dire. font à l'aveugle, Ouais. exactement. Voilà. Ils ferment les yeux sur les petits détails, quoi. Voilà. Trop de choses. Mais ouais, c'est. Je sais pas, j'ai un goût de. Enfin, j'ai envie de voir un épisode 2. Mais... Regarde peut-être la saison 1, c'est que 8 épisodes. Et vois si t'es hypé par les twists de fin et tout. Parce que là, tu parles des costumes, mais en vrai, ils s'en foutent. Ils font un drap juste avec un nœud, quoi. Enfin, ils peuvent être tous mal habillés, moches. Ils se la caillent, hein. Ils se les caillent un peu quand même. Ouais, mais ils ont des fourrures et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils peuvent la mettre n'importe comment, la fourrure. C'est pas un truc qu'il faut. Tu parles des clochettes, mais c'est un danger aussi, ça. Parce et que... moi, j'ai jamais vu personne se décrotter le nez, alors qu'en fait, il pourrait le faire devant tout le monde, tu vois. Mais clairement, quoi. tu dis, on entend le mouton péter. Enfin, c'est pareil pour un humain. On fait, ben non, c'est pas moi, c'est le mouton. Enfin, tu vois, c'est facile de cacher des trucs comme ça. Ils entendent ça, c'est sûr. Ok, ouais, bon, merde. Okay. Cinquième sens, sixième sens. C'est ça. Mais ouais, non, mais il y a vraiment de très bonnes idées. Les costumes, franchement, sont super beaux. Moi, je trouve qu'il y a un sacré niveau. Il y a un sacré niveau de costume et ça fait plaisir, quoi. Et c'est une série qui aurait dû être moche et mieux faite, peut-être, plutôt que belle et. Bah, je sais pas. C'est parce que je suis tatillon, tu vois. Je pense que quand tu te prends pas trop la tête, la série, elle se regarde facilement, quoi. Ok. Bah, c'est comme l'histoire des boucles temporelles dont on parlait avant. C'est plus ou moins bien fait. Ça peut être discutable, mais bon, ok. Une histoire de loop et autres. Ok. En tout cas, donc c'est 24 épisodes d'environ 55 minutes, créés par Steven Knight, et dispo sur Apple TV+, et donc Canal+, depuis pas très longtemps. Comme pour Cutrus, le sujet de Eva a un nom qui prête à tellement de jeux de mots. J'ai longtemps cherché pour éviter d'en faire. Cela dit, il faut savoir que lorsque j'ai cherché Nana sur Google, il s'agissait du deuxième résultat, juste après la célèbre marque de protection hygiénique. Eva, est-ce que tu peux nous parler de Nana, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous parler de ce fameux manga donc de l'auteur Ai Yazawa. En France, on compte 21 tomes depuis 2009 et c'est disponible aux éditions Akata Delcourt. Alors, il faut savoir que ce manga, je l'ai connu à l'âge de 13 ans grâce à ma sœur. Donc, j'étais vraiment toute jeune. C'est ma grande sœur qui à l'époque, regardait l'animé parce que je me souviens que ça passait un petit peu à la télé. Je ne sais plus exactement sur quelle chaîne à l'époque. Il y a deux choses qui m'avaient marqué déjà à cette époque-là. Déjà, c'était la beauté des personnages. Enfin, vraiment, ils étaient très beaux. Les mecs étaient tombés par terre, voilà, on va pas se mentir. Et puis, l'OST exceptionnel. Donc, c'était une OST essentiellement interprétée par Anne Tsuchiya et Olivia Lufkin, et avec des tendances très rock, punk. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ce que j'aimais déjà jeune. Donc, ça a beaucoup influencé ma période d'adolescence. Je me souviens aussi qu'on regardait ça en secret avec ma sœur, parce qu'il y avait pas mal de scènes d'intimité, on va dire, suggestives. Il y avait de la nudité modérée, parce qu'on reste quand même sur du shoujo. J'ai oublié de préciser que c'était un shoujo, mais je vais revenir après là-dessus. Ce n'est qu'aujourd'hui, donc à 28 ans, après une relecture complète des mangas, que je saisis toute la beauté de cette œuvre. Donc je vais vous en parler un peu plus. Donc il faut se rappeler, alors à l'époque, je lisais beaucoup de shoujo, donc c'est des mangas spécialement conçus pour les jeunes filles, et c'était souvent les mêmes types de mangas, donc un peu les mêmes stéréotypes, avec des héroïnes naïves, dociles, qui sont prêtes à tout sacrifier pour atteindre leur idéal, qui sont le mariage, la vie de femme au foyer. Voilà, on connaît tous très bien ce concept-là. Et puis, quant au shonen, donc les mangas pour les jeunes garçons, les personnages féminins, en général, ils étaient souvent hyper sexualisés, conçus selon des fantasmes masculins, et donc c'est difficile de s'y retrouver là-dedans en tant que femme. Quand j'ai découvert Nana, c'était différent, parce qu'on sentait qu'il y avait une approche vraiment profonde et réaliste des relations humaines et de la condition féminine. Donc dès le premier volume, pour vous parler du pitch déjà, on découvre donc deux jeunes femmes que tout oppose, mais qui finiront par former un duo inoubliable. Donc on a Nana Osaki, qui est une chanteuse du groupe punk rock, qui est très déterminée, et on a Nana Komatsu, qui sera appelée régulièrement dans le manga Hachi, pour ne pas nous influencer, enfin nous perdre un petit peu. Donc Hachi pour Hachiko, parce qu'en fait elle ressemble à un petit chien, dans le sens où toutes ses actions sont très spontanées, très vives, très gaies, etc. Et donc c'est une jeune femme, Hachi, qui est en quête d'indépendance malgré tout, mais qui recherche quand même l'amour. Donc on reste quand même sur la thématique du bon shoujo.
Donc, dès le début, les deux femmes, elles se retrouvent dans le même train pour Tokyo, assises l'une à côté de l'autre. Et par un concours de circonstances, elles vont finir par vivre en colocation dans l'appartement où on les verra évoluer tout au long du manga. Donc Hachi, elle avait quitté sa ville natale pour rejoindre son copain à Tokyo, à la base. Tandis que Nana, donc Nana Osaki, elle cherche à suivre son rêve de devenir chanteuse professionnelle, comme son grand amour Ren, qui était parti à Tokyo quelques temps plus tôt et qui était passé pro dans son nouveau groupe de musique qui s'appelle Trap Nest. Donc elle n'est pas venue pour suivre Ren, elle est vraiment venue pour suivre son rêve de devenir chanteuse professionnelle, de créer son propre groupe. Et c'est ce qu'elle va réussir à faire. Et son groupe s'appellera le groupe Blast. Donc le manga, en fait, il est très axé sur l'amitié entre les deux nanas. Parce que en fait, c'est deux femmes qui sont complètement différentes. C'est une amitié qui peut sembler très improbable parce qu'elles n'ont pas du tout la même personnalité. Nana Osaki, elle est très punk, cheveux courts, noirs, etc. Son style vestimentaire, il suit, c'est beaucoup de chaînes. D'ailleurs, l'auteur disait qu'elle avait fait une école de mode et puis elle s'inspirait beaucoup des tendances anglaises, donc Vivienne Westwood, etc. Donc, j'en parlerai après, mais enfin, je peux en parler maintenant en fait. Les vêtements, les tenues sont tellement canon. Tous les personnages sont hyper charismatiques, ils sont trop bien habillés, etc. Et voilà, je le disais un peu plus tôt, mais j'essaie de m'habiller un peu comme eux à l'époque. Quand j'étais ado, c'était un peu ma tendance. Les trucs, les boucles, les chaînes, les machins. Ma mère ne comprenait pas. Alors que Nana Hachi, en fait, elle est très féminine. Ça n'a rien à voir. Elle a des jolies robes, elle a des petits rubans. Voilà, elle a le coup de foudre pour le premier venu. C'est deux personnalités complètement différentes. Et malgré tout, on voit une amitié naissante, mais une amitié qui est finalement évidente, tellement elles tiennent l'une à l'autre. Donc, ce qui fait la force de Nana, en fait, pour moi, c'est la complexité psychologique qui habite chaque personnage. Parce qu'en fait, je m'explique, l'auteur, elle ne se contente pas juste de raconter une histoire d'amitié. Elle va explorer toutes les failles des relations humaines, dont la tendance, et ça c'est très présent dans le manga, c'est la tendance à détruire ce que l'on chérit par peur de le perdre, l'impossibilité de posséder entièrement l'autre. On revient beaucoup là-dessus, c'est vraiment, j'aime tellement cette personne que je vais faire des choses improbables et je vais penser à des choses improbables pour garder cette personne auprès de moi. C'est presque malsain, mais en fait, on en vient à comprendre un petit peu ces personnages. Donc, au fur et à mesure de la lecture, il y a une question centrale du manga qui se dessine. Existe-t-il une manière d'aimer sans souffrir ? L'amour et l'amitié, ce sont des choses jamais simples. Et c'est ce qui rend le manga très, très prenant aussi. Parce que vraiment, ça évoque ces thèmes, mais de manière très, très approfondie. Donc, au fil du récit, on a une histoire l'histoire, elle évolue. On va quitter au fur et à mesure le cadre intime de la colocation des deux héroïnes pour plonger dans l'univers impitoyable du showbiz. Parce que Nana Osaki, avec son groupe Blast qu'elle forme, elle va réussir à connaître un certain succès. Ça ne spoil pas grand-chose, mais voilà. Et puis, elle va avoir une ascension. Il va y avoir une ascension en fait, de son groupe, Blast, et ça va la précipiter au fur et à mesure vers une chute inévitable. Je ne vous en dis pas plus. Donc Nana, en fait, ça devient bien plus qu'un simple shoujo à ce niveau-là. C'est vraiment une critique, limite une critique acerbe de la société japonaise des années 2000 et du monde du spectacle, peut-être même du manga lui-même au final. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont l'auteur, elle arrive à créer des personnages avec des défauts tellement humains qui ne nous paraissent jamais détestables. Je dis plutôt presque jamais détestable parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Takumi, pour ceux qui ont lu le livre et que ils savent que c'est le personnage le plus exécrable qu'on puisse connaître. Voilà. Mais sinon, pour tous les autres personnages, même s'ils ont énormément de défauts, qui font qui font que de la merde, en fait, vraiment, il y a des moments où on se dit putain, mais pourquoi il a fait ça ? Mais en fait, je comprends pourquoi il a fait ça. Et en fait, ce truc-là de se dire, en vrai, je le comprends quand même, alors que c'est une action pas ouf. Un peu honteuse, en fait, c'est ce qui rend le manga hyper intéressant, c'est parce qu'on se rend compte que leurs failles, elles nous renvoient en fait un miroir finalement, et on éprouve beaucoup de compassion en lisant. C'est un manga qui aborde quand même des thèmes assez graves, en dehors de l'amour et l'amitié, avec un grand réalisme en plus. On parle de toxicomanie, ça parle un peu de prostitution, d'abandon, même de viol. Donc, c'est des sujets qui sont rarement traités dans les shoujo traditionnels. C'est pour ça que je parle plutôt de shoujo adultes, pour le coup. Et c'est des choses qui me dépassaient complètement quand j'étais jeune. Parce que moi, je regardais parce que je voyais deux beaux groupes de musique, le groupe de Blast et le groupe de Trap Nest, un peu en compétition, des histoires d'amour entre les deux groupes. Et puis, j'étais là, genre, ils sont beaux, ils chantent bien, et voilà, c'est tout. Mais en dehors de ça, il y avait des sujets beaucoup plus profonds que je comprends beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, donc...
Donc oui, comme j'ai dit, donc, voilà, alors après, malgré tous ces petits sujets, parce que c'est quand même pas profond, hein, je veux dire, au niveau de la toxicomanie, prostitution, etc., c'est des sujets qui sont abordés, mais ça rentre pas en profondeur par rapport au thème de l'amitié entre les deux nanas, parce que c'est vraiment ça le cœur du manga. C'est des femmes qui sont fortes, qui sont attachantes, qui sont indépendantes, et surtout, elles évoluent de manière réaliste au fil de l'histoire. C'est pas une amitié qui reste intacte de A à Z. On voit qu'il y a des failles dans l'amitié, etc., qu'il va y avoir des moments où elles vont s'éloigner l'une de l'autre, qu'elles vont se faire la gueule, qu'elles vont vouloir reparler à l'autre, mais sans savoir comment s'y prendre, parce qu'il y a un triangle amoureux et qu'elles veulent pas. Voilà. En fait, c'est compliqué. Il y a c'est très compliqué. On a l'impression d'être sur un groupe WhatsApp entre copines et d'essayer de régler les situations entre l'une et l'autre. Et c'est ça que je trouve assez incroyable dans ce manga. Et puis, d'ailleurs, leur relation à toutes les deux, elle est, même avec toutes ces petites ambiguïtés, elle est tellement forte qu'elle dépasse toutes les intrigues amoureuses qu'il peut y avoir entre les autres personnages. D'ailleurs, en parlant des personnages, donc comme je disais, ils sont tous très très bien écrits. Il n'y a pas du tout de personnage qui est laissé de côté. Ils sont 4 dans le groupe de Blast et 4 dans le groupe de Tratnest. Donc, dans le groupe de Blast, on va avoir Nana, on va avoir le personnage de Nobu, qui est un personnage très très gentil, voilà, qui va tomber amoureux de Hachi. On va avoir le personnage de Yazu, qui est un peu le protecteur de tout le groupe, celui qui est très mature, etc. Et on va avoir un personnage que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Shin, qui est Shinichi, donc c'est un jeune, pour le coup, il est mineur. Et puis, c'est le bassiste du groupe. Il va y avoir une histoire, je ne veux pas vous en dire trop, mais il y a son histoire à lui, elle m'a particulièrement touchée. Pas parce que c'est le plus beau, mais parce que vraiment, profondément, c'est très, très touchant la manière dont c'est écrit. Et puis, dans l'autre groupe, en fait, on a donc la chanteuse qui s'appelle Reira, très, très belle, une figure féminine magnifique. On va avoir Ren, du coup, qui est justement le premier grand amour de Nana, celle qui est venue sur Tokyo, du coup, la première. Et puis, on va avoir... Alors, il y en a un, il est un tout petit peu moins mis en avant que les autres, donc je ne me rappelle plus de son nom, parce que le pauvre, il a juste eu quelques pages bonus à la fin d'un des tomes pour expliquer un peu son histoire, mais en gros, il faisait partie, c'était un des amis d'enfance de Ren, et c'est lui, au début, qui s'est intégré dans le groupe et qui est devenu ami avec les autres. Donc il est un peu moins... on ne parle pas beaucoup de lui, mais voilà. Et puis on a Takumi, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est... que je ne supporte pas. Il y a aussi une petite anecdote par rapport à Shin. Donc, comme je vous le disais au début, c'est ma grande sœur qui m'a initiée à Nana. À l'époque, elle était tellement fan, elle aussi, de Shin, qu'on avait une fête déguisée à l'école, et puis elle était venue en personnage de Shin. Personne n'avait la ref, évidemment, parce que dans l'école, c'était pas du tout, commun. Elle était venue avec la petite basse, elle était venue avec ses chaînes, sa perruque de Shin, etc. C'était très drôle. Et c'était le premier cosplay officiel à la maison. Voilà, je crois que du coup ma soeur avait 15 ans, moi j'avais 12 ans, j'ai regardé comme ça, genre trop bien, t'es allée en Chine à l'école. Voilà, c'est la petite anecdote sur ce personnage. Donc 10 ans après ma première lecture, Nana a encore réussi à me captiver, là, vu que je viens de reterminer le tome pas plus tard que hier soir, le dernier tome, donc le 21. J'ai découvert, donc, comme je disais, des aspects qui m'avaient complètement échappé à l'époque. C'est un manga riche, chaque personnage, même secondaire, a son importance. On a des dessins, alors les dessins d'Aiyazawa, ils subliment vraiment chaque scène. Faut savoir que malheureusement, à cause de ses problèmes de santé, elle a dû mettre son manga en pause depuis 2009. Donc ça, c'est vraiment dur parce qu'on sent à la fin qu'il manque à tout casser 2 tomes pour que ce soit complètement terminé. On sent qu'on arrive sur le dénouement, mais on n'aura pas à la fin. Et c'est juste qu'en 2022, il y a eu une exposition qui s'appelle All Time Best Aiyazawa au Japon. Elle avait publié de nouvelles illustrations de Nana. Donc ça a donné un peu d'espoir. Je me souviens à ce moment-là sur Twitter, c'était même le feu. Tout le monde était là, putain, elle va peut-être reprendre. Un peu comme Hunter, je pense. Et du coup, non, toujours pas. Hein. Mais on attend, on sait jamais, on verra. Pour moi, donc voilà, c'est un manga qui parle à tous, même si c'est une catégorie shoujo, parce que ça dépeint avec réalisme quand même les difficultés de la vie, les relations humaines avec tout ce qu'elles impliquent. Il peut autant toucher une jeune femme en quête de liberté ou d'amour, comme d'un jeune homme qui cherche à comprendre ses émotions, parce que c'est très très mis en avant dans le manga. Et c'est une œuvre qui nous fait pas mal réfléchir, qui nous fait grandir et qui, je pense, ne laisse personne indifférent. Moi, c'est un manga que je recommande vraiment, même si on peut se dire c'est ancien quand même, 2009, etc.
Pour l'avoir relu, ça ne vieillit pas. C'est très bien, c'est très actuel. Parce que les relations humaines, finalement, elles changent pas, hein, je pense, au fil des époques. Et l'animé, il arrive aussi à retranscrire parfaitement l'émotion qu'on retrouve dans le manga. Parce que je pensais que ça... Honnêtement, le manga est très, très émouvant aussi. Et je ne savais pas trop... Parce que j'ai aussi regardé l'animé, évidemment. Je savais plus trop... bon, déjà... Ça m'avait rappelé pas mal de souvenirs, mais j'avais pas du tout en tête ces scènes-là. Hein. Moi, j'avais pas du tout, c'était pas du tout les souvenirs que j'avais. Mais en fait, j'avais peur de pas retrouver l'émotion que j'avais dans les mangas. Et au final, si, on la retrouve très très bien. La beauté des images déjà, et puis la bande son, elle fait tellement le taf. On se met à pleurer très facilement avec ces musiques qui sont juste incroyables. À savoir que du coup, pour les sons de Blast, on est vraiment, comme j'ai dit, sur du punk très rock, très ambiance. C'est l'opening, quoi. Les sons de Trapnest, c'est plus de la mélancolie. Et là, c'est là où on pleure. on pleure. C'est les sons du coup de Rera, donc Rera, la femme qui chante très très bien, une voix angélique. Et puis voilà, c'est vraiment un manga. C'est un peu plus court, je pense, ma chronique que celle des autres, mais c'est un manga pour moi qui a toute son importance et qui est absolument à lire pour tout le monde, même si je pense que ça peut freiner certaines personnes le fait qu'il n'y ait pas de fin, mais quand même toute l'œuvre elle vaut quand même le coup. En tout cas, tu as passé les 12 minutes, donc il n'y a pas de souci. Moi, ça va. Célia, est-ce que tu avais entendu parler de ce manga ? Oui, bah évidemment. Ça m'a fait beaucoup rire quand tu parlais du fait que tu te cachais quand tu étais petite, parce que j'ai fait exactement la même chose avec ma copine de l'époque. Alors moi, je suis tombée pas mal à l'époque sur quelques épisodes de Nana. Malheureusement, j'ai pas pu le regarder en entier. C'était vraiment des bouts d'épisodes, mais je me souviens déjà à l'époque que l'animation, la beauté des personnages, les couleurs, etc. m'avait vraiment beaucoup marqué. Du coup, tu m'as donné envie surtout de me replonger dans l'animé, honnêtement. Je ne sais pas si je lirai le manga, mais j'ai vraiment envie de me remettre le nez dans l'animé. Et du coup, par rapport à ça, j'avais une question. C'est toi qui, du coup, as lu le manga et vu l'animé. Est-ce qu'ils sont assez semblables et est-ce qu'ils sont au même niveau de l'histoire ? Oui, ouais, pour le coup, c'est très fidèle au manga. Ça suit très bien tout le manga. J'ai pas de souvenir de scènes qu'ils ont particulièrement retirées, ou du moins de scènes importantes. Parce qu'en fait, les sujets majeurs du manga reviennent très bien. Ils sont très bien retranscrits au niveau de l'animé. Super. Ouais. Et tu as regardé l'animé sur Crunchyroll, je crois. Parfait. Je crois que c'est Crunchyroll. Merci il me semble. De rien. Très bien. Cotrus, de ton côté ? Bah non, je connaissais absolument pas ni l'animé ni le manga, mais tu m'as grave hypé en fait. Ah, trop bien. J'ai vraiment envie de le lire. Enfin, les thèmes, ça me parle beaucoup. Et en plus, j'ai trouvé ça super, le fait que ce soit quelque chose qui soit aussi lié à ton histoire perso, quoi. Ouais. À travers les âges et tout ça. Et ouais, non, vraiment, j'ai très envie de le voir, en fait. Trop bien. Enfin, de le lire, en fait. Ouais. Et puis de le voir, apparemment. Oui, faut il est faire très les bien deux, à voir. ou si quand tu as lu les mangas, c'est pas la peine de... Tu peux. Pour les chansons. Ça dépend si tu es plus manga ou animé. Moi, je sais que par exemple, j'ai ma petite sœur maintenant qui est pareil, elle s'est initiée du coup, vu que j'ai racheté tous les mangas. Elle est pas trop, elle est moins animée, donc elle m'a dit je lis les mangas et puis ça va me suffire. Moi, j'aime les deux, donc j'ai fait les deux. Mais ouais. les deux se valent. Si tu veux faire juste l'animé, par exemple, tu peux faire juste l'animé. T'as pas besoin de lire le manga. Mais c'est marrant parce que vu les thèmes dont tu as parlé, je suis plus attiré par le côté lecture que par le côté animé, quoi. En fait, leur pensée, même dans l'animé, en fait, t'as une voix un peu off, du coup c'est une voix à elle qui dit vraiment, elle retranscrit exactement ce qui est écrit sur le manga quasiment. Hein. Donc au final, ça peut aussi se faire sur l'animé se vaut très bien aussi, mais effectivement, je pense que ça rentre un tout petit peu plus en profondeur au niveau des détails, parce que dans le manga, tu sais, t'as toujours les bulles de ce qu'ils pensent, t'as le regard de tous les personnages, etc. Ce que dans l'animé, t'as un seul plan. Tu peux pas forcément, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je pense que le manga est très bien. Vraiment, il est très très bien et les thèmes sont très bien. Dans l'animé, on peut au début être un peu perturbé par le fait que Nana Hachi soit très niaise. Donc ça commence, on a l'impression que c'est comme un petit shoujo où vraiment tu suis une petite fille niaise qui je vais aller retrouver mon copain à Tokyo, etc. Et au final, très vite, il y a une désillusion qui s'installe très très vite. Et puis tu as justement la rencontre avec Nana Osaki qui fait très vite un contraste. Et là, ça devient tout de suite trop bien. Ok, trop bien. Et pour contrebalancer, j'ai l'impression que dans l'animé, tu ressens plus la partie musicale entre les deux groupes, justement, peut-être. Elle s'écrit. Alors,
En fait, moi, parce que c'est aussi, je pense, un peu Madeleine de Proust aussi, parce que du coup, vu que quand j'étais petite, c'était ce qui m'avait marqué, quand je regarde l'animé, oui, les musiques, elles sont trop bien. Après, pour autant, par exemple, dans le manga, il n'y a pas les musiques, et les sujets sont toujours aussi bien et toujours aussi bien amenés, et juste dans l'animé, tu as ça en plus. Ça fait pas tout l'animé, vraiment, mais c'est trop bien. Enfin, les musiques sont vraiment bien. Et ce que j'avais noté par rapport à ce que ça dit aussi, c'est par rapport à la pause. Donc, faut savoir qu'elle a des problèmes de santé aujourd'hui. Oui. Je sais pas si elle produit d'autres choses à côté ou si elle a vraiment tout arrêté. Ça, j'ai pas. Vérifié. Je sais pas. Je sais qu'à l'époque, je crois qu'elle avait écrit des petits des petits one shot un peu ou il me semble des mangas en 3 tomes, etc. D'ailleurs, à la fin de chaque, je me rendais compte du succès de Nana. À la fin de chaque tome, il y a vraiment, elle te parle de toutes les sorties. Donc, il y avait des jeux vidéo Nana, tu avais l'animé, tu as des films, tu as 2 films Nana aussi qui ont été produits. Tu avais même, je crois, une attraction dans un parc à Tokyo Nana, je sais plus lequel. Enfin, vraiment, je pense qu'il y avait une vraie à cette époque-là, il devait y avoir une vraie ascension sur le manga. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'elle produit autre chose à côté? Je sais pas du tout. Ok. Mais c'est vrai que c'est dommage, je sais pas si elle a envie de céder un peu son projet, même qui te très. Je sais pas. En vrai, je verrais mal quelqu'un d'autre reprendre le sujet parce qu'elle a vraiment toute la complexité des relations humaines, etc. Elle l'a très très bien saisi. Et quelqu'un qui finirait le manga, quelqu'un d'autre qui reprendrait le lead, je sais pas s'il arriverait à. Je pense qu'on se rendrait compte que c'est pas elle. Je sais pas comment expliquer parce qu'elle décrit tellement bien les choses. Et en fait, les sentiments humains sont très bien dépeints dans le manga. Et après, il y a toujours ce côté, si ça se finit pas, ça amène à plein de théories différentes et chacun imagine sa propre fin aussi. Il y a énormément de groupes très très fans de Nana qui émettent des théories depuis des années, comme un peu chaque groupe de fans sur la fin. Dont tu fais partie? Alors moi, je participe pas, mais je regarde beaucoup et ça me fait beaucoup rire parce que du coup, je dis à ma soeur, t'as vu ça? Et qu'est-ce que t'en penses et tout? Elle me dit, mais non, mais ça, c'est trop tiré par les cheveux. Ou ça, putain, imagine et tout. Mais du coup, en plus, la fin du tome 21, je vais pas spoiler, mais du coup, elle amène quand même à beaucoup de questions. Donc, c'est un peu embêtant. Après, est-ce qu'il vaut mieux avoir une fin ratée ou pas de fin? Il y a peut-être aussi un risque aussi à prendre maintenant de dire, mais il y a trop d'attentes. Autant laisser l'œuvre inachevée, quoi, peut-être. C'est ça. Ok. Et j'ai appris aussi que Yazawa n'était pas son vrai nom. Ça venait de Ekishi Yazawa, qui est une chanteuse, je crois, ou je sais plus. Mais, ça, je savais pas. C'est pas son vrai nom, en tout cas. Ok, voilà. Moi, je l'apprends. Petit moment culture Wikipédia. Merci en tout cas Eva de nous avoir parlé de Nana de Ai Yazawa, donc 21 tomes depuis mars 2019 et peut-être 2009 pardon, excuse-moi, je l'ai compris. Et peut-être qu'il n'y en aura jamais d'autres, on verra ça. Maintenant, il est temps de ne pas parler de certains sujets. C'est marrant parce que j'avais pas envie de vous parler de la BD, l'arnaque des nouveaux pères, que j'ai à côté de moi et qu'on ne voit pas, mais c'est comme la série ici, il faut s'imaginer. Donc c'est de Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin, qui avaient notamment été les auteurs de Les Contraceptés, que je n'ai pas lu. C'est illustré par Antoine Grimet. Et pourquoi je vous en parle pas? C'est dommage en fait, mais je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose que doivent parcourir tous les papas pour réaliser un peu ce qui a changé, ce qui doit changer dans la société, dans l'éducation des enfants. Je trouve ça amène à beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, et des fois ça permet de réaliser des choses qu'on avait sous les yeux, qu'on ne voyait pas forcément. Je m'identifie pas forcément en disant ça, mais je trouve que c'est hyper intéressant. On voit des choses un peu qui paraissent toutes bêtes, qui paraissent un peu historiques. Ça a toujours été comme ça. Et il a toute la charge mentale qui est sur les mamans. Je trouve l'illustration relativement forte. Je la montre aux personnes autour de moi. En fait, c'est un papa qui a un porte-bébé et qui se prend en selfie avec son bébé en mode je suis un père moderne, mais il est sur les épaules de la maman qui, elle, prend toute la charge et galère beaucoup plus. Et je trouve que rien que l'image, la couverture attire le regard et ça m'a donné envie de le lire. Je ne l'ai même pas encore terminé. Pour le coup, on voit mon marque-page qui est après au milieu. Mais je lis un petit chapitre par soir en ce moment. Et enfin bref, de toute façon, j'en parle pas. Donc il y a le lien dans la description du podcast si vous voulez en savoir plus, tout simplement. Eva, de quoi tu nous parles pas ce soir? Je vais pas vous parler d'une attraction dans un parc Universal à Orlando. Si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion d'aller à Orlando, parce que c'est une ville très connue pour ses merveilleux parcs d'attractions et c'est exactement ce que j'ai fait cet été, et que vous avez l'occasion donc d'aller à Island of Adventure, c'est un des 2 parcs de Universal Studios, un des 3 parcs parce qu'il y en a un, c'est un parc d'eau. Donc Island of Adventure, c'est celui où il y a les attractions avec le plus de sensations fortes. Si vous aimez les rides avec des bonnes sensations, je ne vous parle pas de l'attraction Vélociraptor
Velocicoaster, pardon. Velocicoaster, qui est une attraction absolument exceptionnelle que j'ai découvert. Je pense à ce jour des meilleures attractions que j'ai faites de ma vie. Je pensais à Velociraptor parce qu'en fait c'est dans le land de Jurassic Park et puis du coup c'est la représentation des Vélociraptors qui sont les tout petits dinosaures très 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 rapides. Donc c'est un ride extrêmement extrêmement rapide. Ce qui peut faire très peur. C'est qu'en fait, on n'a pas les attaches au-dessus des épaules. Donc là, on peut se dire, oulala, mais qu'est-ce que c'est ? Et puis en plus, on voit une énorme pente à un moment. Mais en fait, alors j'ai pas tout compris, mais il y a un système d'aimants en fait, qui nous raccroche au siège arrière, qui fait qu'on tient. Cette attraction, franchement... J'ai même pas les mots. Il y a une vitesse incroyable. Mais déjà une vitesse incroyable dès le décollage. Au milieu de l'attraction, on pense qu'on est déjà à notre prime. Et là, il y a une double accélération. Mais je pense que j'ai jamais été aussi vite de ma vie. C'est pas désagréable parce que c'est très fluide. Alors, il y a pas de looping pour le coup. Ou alors, il y a des loopings, mais pas 100%, pas à 360 parce qu'on n'est pas attaché non plus en hauteur. Donc, faut pas non plus. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'est un mélange entre le Space Mountain, peut-être le train de la mine, mais le train de la mine est quand même très très soft à côté, et puis une autre attraction qui peut me faire penser à celle-ci. Bon là j'ai pas, mais peut-être un petit peu comment elle s'appelle celle-ci, Aerosmith un petit peu aussi. Il y a vraiment ce sentiment de vitesse. Enfin bref, je vous en parle même pas. Voilà. Velocicoaster à Island of Adventure, allez faire. Tout ça réservé avec Eva Venture, j'imagine, mais bon, Bien sûr, on n'en Eva parle Venture. pas. On n'en parle pas d'Eva Venture. Que Truss, de quoi tu nous parles pas aujourd'hui ? Ah, je vous parle pas d'un truc de ouf. Ah, dommage. Vas-y. C'est une série que j'ai découvert par hasard en allant acheter un kebab. Où les gens n'entendent J'ai pas. vu sur Non, pardon. Planète Plus et que ça se diffusait. Et ça s'appelle Le Mystère de Oak Island. Alors, c'est un truc qui a 11 séries, 190 épisodes. Ça a commencé en 2015 ou je sais pas, au Canada, au Québec. Et du coup, c'est sur Planète Plus Aventure en France depuis 2017. Mais moi, j'ai commencé qu'à la saison 10 parce qu'en fait, elle était disponible sur Canal+, via le pack Planète, etc. Et du coup, j'ai fait, vas-y, je m'en fous, j'ai tellement envie de le voir. En fait, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, putain, il y a une histoire de trésors et il y a une histoire de fouilles archéologiques. Et j'étais tellement hypé que j'avais d'ailleurs arrêté de regarder SIP à un moment donné. Ah ouais. Et je me suis mis à regarder et j'ai commencé la saison 10. Et c'est pas grave parce que cette série, dont je vous parle pas, il répète les trucs 150 000 fois. Donc en fait, ça c'est bon. À chaque épisode, tu as à peu près un résumé sur tout. Donc en fait, tu peux très bien commencer à la saison 10 et en fait, je crois que j'ai même pas envie de regarder les saisons précédentes parce que j'en ai tellement appris que c'est ouf. Très rapidement, je vous parle pas juste du pitch. C'est une histoire vraie. Hein. Donc, Oak Island, c'est une île en Nouvelle-Écosse au Canada. Oak Island parce que c'est une île où il y a plein d'oceans. Et en 1795, il y a 3 Canadiens qui découvrent par hasard sur l'île une espèce de poulie reliée à quelque chose. Et en fait, ils commencent à creuser et en fait, ils trouvent un puits, comme un puits de mine avec les poutres, les trucs comme ça. Ils se disent, ouah, bah si, putain, il y a un trésor, etc. quoi. Et pendant 200 ans, les gens ont cherché des trésors là-dedans. Et après, c'est un peu arrêté, donc 18e, 19e siècle. Et en 1965, il y a Rick et Marty. C'est quand même fort, quoi. Lagina, ouais, c'est ça, je crois leur nom. 2 frères, quoi, et qui lisent, ils sont jeunes et ils lisent un Rider Digest. Donc, je sais pas si vous avez connu ça, mais ça avait existé en France, le Rider Digest. C'était un truc avec plein de choses où tu pouvais lire. Un peu un truc de vieux, en fait, que tu trouvais chez tes grands-parents, quoi. Et ils ont lu le truc, ils font, wow, bah, si, il y a un mystère, il y a un trésor enterré à Oak Island, c'est un truc de ouf, mec. 56 ans plus tard, les mecs possèdent à peu près toute l'île. Et ils ont commencé à chercher avec des méthodes modernes. Mais c'est pas juste une chasse au trésor, parce que moi, je m'en fous qu'ils trouvent le trésor ou pas, même si ça m'intéresse de voir ce que c'est. Mais ça regroupe des fouilles archéologiques de malades sur une espèce de durée de ouf, jusqu'aux Vikings, en fait. Mais surtout 14e, 16e, mais aussi 13e siècle, etc. 18e, 17e, c'est un truc de malade, parce qu'en fait, ils ont une armée d'archéologues, ils ont de la technologie de pointe de ouf, dont un truc où ils ont fait une cartographie grâce à des détecteurs à muons. Non mais mec, c'est des particules qui traversent la Terre en fait. Okay. Et en captant les muons et en voyant leur changement de trajectoire, etc., en fait, tu peux réussir à déterminer ce qu'il y a sous le sol, etc. C'est un truc de ouf, ça met 2 ans à faire. Bref, enfin, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Ils trouvent des pièces romaines, ils trouvent des trucs liés aux Templiers, etc., etc. Donc au début, tu te dis, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est du sensationnalisme. Et puis au fur et à mesure,
ils trouvent quand même des vrais trucs. Il y a des vrais scientifiques qui bossent derrière, il y a des vrais historiens. Et même si c'est enrobé d'un truc un peu sensationnaliste et ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'ils trouvent de l'or, et à chaque fin de réunion, ils disent tous bon, voilà, maintenant, il faut se remettre à bosser. Tu vois j'ai pas regardé la VF, à mon avis, les voix sont comme ça. et bon, j'ai vraiment pas le temps d'en parler, mais j'ai envie d'en parler encore un petit peu. Et en fait, t'en parle pas, c'est bon, tu peux continuer. ouais, c'est bon. Et en fait, je me suis laissé complètement absorber par ce truc-là. Je passe très souvent en avance rapide pour tous les trucs qui répètent, en fait, que j'ai déjà vus, ou des séquences qui sont pas très intéressantes. Mais en fait, derrière, tu sens qu'il y a une sacrée honnêteté quand même. Et même s'il y a le truc de dire l'idée c'est de trouver un trésor, en fait, tu t'en bats les couilles du trésor. Je veux dire, l'histoire qui est derrière cette île et ce qu'il y a autour et les trucs qu'ils ont trouvés au Portugal, en Italie, en France, etc. Bah en fait c'est ouf quoi. Ils ont des trucs qui permettent de détecter la composition du métal, donc de savoir à peu près dans quelle région d'Europe il a été constitué, donc à peu près de savoir à quelle époque, etc. Et donc c'est un vrai truc archéologique, vraiment assez rythmé, très formaté, télé-réalité entre guillemets, mais pas trop. En tout cas c'est assez bien foutu pour que tu sois pas énervé par ça. Et vraiment moi je trouve que c'est passionnant. Là la saison 11 est presque finie, je sais pas si c'est la dernière. Ils ont tellement avancé dans la saison 10 qu'à mon avis, s'ils trouvent pas un truc dans la saison 11, je comprends pas comment c'est possible, quoi. Mais les mecs, ça fait plus de 10 ans qu'ils cherchent ça. Et ça reste des fois des gamins avec des étoiles dans les yeux, même si tu sens qu'il y a une espèce de recherche de richesse, tu vois, là-dedans. Mais il n'y a pas que ça. Et voilà, moi, ça m'a passionné. Et j'ai qu'une envie, c'est de finir la saison et de voir déjà s'ils ont trouvé le trésor, mais surtout s'ils ont réussi à reconstituer cette espèce de folle histoire qu'il y a sur une île en Nouvelle-Écosse, au Canada, quoi, dans un truc tellement reculé que pendant 4 mois, pendant l'hiver, ils peuvent rien faire parce que les conditions météo sont trop pourries. Et voir en fait ce qui relie la voie romaine qu'ils ont trouvée, les Vikings, bon, les Vikings moins, mais au moins après la flotte britannique, la flotte française, etc., etc. Et qui a déposé ce putain de trésor, quoi. Eh bien, heureusement que t'en parles pas parce que sinon ça aurait été très long. Hein. J'ai hésité à en faire une chronique en vrai. Parce que je vous ai pas parlé des personnages. Ah bah ouais, non, t'en parles pas là. Ah, c'est bon là, t'en parles vraiment pas là. Ok. Désolé, je suis désolé. Non, t'inquiète. Ça me fait penser à l'histoire de la chouette dorée là qui a été trouvée il y a pas très longtemps. Là. Exactement, elle a été trouvée. Oui. Ouais, mais on n'en parle pas. Alors la chouette dorée, c'est un Alors, truc. Que Trus en parlera à la prochaine chronique. Ah. Ben, On n'en franchement, parlera pas d'ailleurs. ouais, si un jour quelqu'un veut chroniquer ce sujet, je suis hyper chaud quoi. Ça m'a passionné. Célia, de quoi tu nous parles pas peut-être un peu plus vite que ça. Oui, ça va être très rapide. Je vous parle pas de Glouton et Dragon. C'est une série animée de 24 épisodes sur Netflix. Oui, c'est basé sur le manga éponyme de Ryoko Kui. En fait, on suit en gros un groupe d'aventuriers qui veulent sauver l'une des leurs qui a été engloutie par un dragon. Sauf que du coup, ils n'ont plus de provisions, etc. Parce qu'il s'est passé des choses, mais je ne vais pas vous spoiler. Et du coup, comme ils n'ont pas de nourriture, en fait, ils vont se nourrir avec tout ce qu'ils trouvent sur leur passage dans leur descente dans le donjon. Donc, en gros, il y aura des créatures, des monstres, donc qui n'ont pas l'air du tout appétissants, et ils vont rendre ça incroyable. C'est-à-dire que moi, dès que je regarde un épisode, j'ai envie de manger. Ça me donne hyper faim. Ça m'a fait penser un peu à un mélange de Food Wars sans les femmes à poil. Donjons et Dragons et un peu un mélange de Donjons de Nalbuck aussi. Voilà. Il y a plein de bonnes idées, c'est rafraîchissant, c'est drôle, mais il y a quand même des passages un peu sérieux et il y a un message assez sympa autour de l'importance de la nature et du respect qu'on doit avoir pour ça. Donc ça se regarde bien, c'est très sympa et je vous le conseille. Mais j'en parle pas. Heureusement parce que je crois qu'on en a déjà parlé ou pas parlé, je sais plus, ça me dit un truc, je sais plus si c'était là ou ailleurs. Mais... Ouais, c'est assez récent hein, comme. Ouais. Donc je pense pas. Ok, je dois peut-être confondre avec autre chose. Bon, c'est pas grave, on va conclure hein, si ça vous va. Hein. Petit récap sur les chroniques. Donc Célia nous a parlé du jeu vidéo 12 Minutes, que Trus de la série C et Eva du manga Nana. Merci encore à toute la team pour vos chroniques. Bien évidemment, je vous pose la question sur où est-ce qu'on peut vous retrouver. Célia, on peut te retrouver où ? On me retrouve sur Twitter /X maintenant. Allez. J'aime pas dire on me retrouve sur X, Twitter, ça me perturbe à chaque fois. Genre, ça va. Ou sur Instagram et mon pseudo c'est Celbeb. 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 Merci beaucoup que Trus, toi, où est-ce qu'on te revoit en milieu des saisons, des séries ou ailleurs à partir de la saison 10 vous pouvez me retrouver sur Facebook, mais aussi sur le Facebook du Chimérarium, en fait, ma boîte. On fait plein d'événements immersifs super cool et on lance la saison 3 de Néolutes et venez, c'est vraiment très, très intéressant si vous aimez le cyberpunk et le post-apo. Mais surtout, moi j'aimerais bien mettre l'accent sur mon côté photographe en fait. Donc Quetrus sur Instagram et Antoine Chalubert Photographie /Quetrus sur Facebook.
parce que là, je me suis remis à poster énormément et j'aimerais bien encore plus développer cette activité et pas que dans le milieu du GN ou dans mon boulot de l'immersif. Donc voilà, si vous aimez mon style et que vous avez besoin de photographes, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'ai eu plus de photos de toi récemment passées, donc Ouais, j'en ai comprends. posté Mm. 2000. Donc, moi, j'en ai peut-être vu que 1700, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et toi, Eva, où est-ce qu'on peut te Alors, retrouver? Moi, je suis surtout active sur Instagram en ce moment. Donc, c'est Silly, SI2LY _ Turtle, TURTLE. Et si jamais vous voulez que je vous fasse un programme pour partir à Orlando, sait-on jamais, ou Mais non, ailleurs, vous avez aussi ma page Eva Venture, donc Eva, donc EV.aventure, avec un S à la fin. Voilà. moi, j'y vais que si je comprends le système d'attache. Hein. Enfin, ouais, mais c'est intéressant Ah, d'aller. Ouais. Ouais, Tu parles d'aimant, mais je pense que t'as pas mis un aimant dans Non, le dos. bah, mais- alors, moi, je sais, j'ai pas Bah, tout c'est compris. possible, hein. mais- Ouais, peut-être. ça Mais dit. par contre, je le sentais vraiment parce qu'il y a des moments où du coup le corps part un peu sur le côté et il se Ah la recentre directement. Mais c'est vraiment flippant, mais c'est Pas trop grave. bien en même temps parce qu'on a l'impression de voler en même temps. Ben, c'est trop bien. On n'a même pas le temps de réfléchir. C'est génial. Ouais. Heureusement envie qu'il n'y a de pas beaucoup de morts, hein. C'est que 1 sur 10. Donc ça va finalement. Ça va, C'est- c'est bon. C'était génial cette attraction. Ok, bah trop bien, merci en tout cas. Et ouais, donc, parfois je sais pas trop comment faire pour introduire notre Patreon et vu qu'on peut pas tout miser sur notre physique, alors je me dis on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Sinon on vous demande de contribuer à l'amélioration de notre podcast en laissant quelques euros, hein, un peu comme Garco, Sylvain ou encore Lionel et Fanny. Bien sûr, seulement si vous pouvez vous le permettre. Une question évidemment pour Quetrus, qui était là dès le début de l'épisode. Tu te souviens, on a parlé d'un casting dans 12 minutes et on a dit c'est un casting X étoiles. Tu te souviens de combien d'étoiles on avait parlé? Ouais, 5. 5 exactement. Et ben c'est comme le nombre d'étoiles. Ah, On va laisser comme quoi Sur- j'étais là. sur Bien sûr, t'es là. Sur, Sur le podcast, évidemment. sur- sur le podcast, partout, partout, c'est ça. iTunes, partout, Partout, Spotify. par Deezer. exemple. Voilà. Sur votre lecteur de podcast préféré, tout simplement. J'ai oublié de dire aussi que je suis dans drôle de jeu. C'est quand même un nouveau podcast du vaisseau hyper sans sas. Ok, c'est vrai. Il y a des liens, de toute façon, en bas. Hein. Oui. Je sais même pas la peine de le dire, c'est écrit. Donc, Ah bah je le dis, bah je retire ce que j'ai il dit. n'y a même pas besoin de regarder, en fait. Enfin, Ah. s'il faut quand même scroller Bah, faut- au niveau du Ah, bas. la vache, et, c'est compliqué quoi. cela dit, il doit y avoir un dispositif qui permet d'identifier le lien sans forcément voir. Mais tu cliques et ça arrivera sur un autre podcast et tu as juste à écouter. Donc c'est bien. Ouais, puis on va mettre des petites ficelles avec des nœuds. Ça peut être intéressant de faire ça, ouais. 5 nœuds. Comme ça, du coup, ouais, ok, bon, très bien. Bon, en tout cas, on se retrouve le mois prochain. Hein. Ouais. Et merci à vous. Merci. Merci. Et en fait, c'est encore la fin, là. On peut meubler, dire des, Ouais. faire du Ouais. bruit et tout. Parce que je saurais s'ils ont trouvé le trésor. La chouette ou rien à voir? Ah, Non, merde. de Oak Island. Là, c'est vraiment fini. Salut. Bon, moi, je vais regarder Ouais. si. Hein. Et Nana. Et nana. Vous avez déjà fait VDC Coaster? C'est la fête, là. On parle pendant la fin maintenant. Ah, on parle pas en mode jingle maintenant. Ok. Non, mais La fin. depuis la dernière fois, c'est n'importe quoi. Super, donc Adrien bosse pour rien quoi. Ah bah non, parce qu'on entend quand même en fond.